Ho ho ho, joyeux Noël! C'est la fête, on est pompette, c'est l'amour, c'est le vin rouge. Vous nous écoutez via Wishing Light Channel et Cody Baby Ghost et aujourd'hui, épisode spécial Noël, bilan de... Fin d'année. Fin d'année. J'allais dire 2023, mais Ouais, fin d'année 2023, oui. Voilà. Au programme de cette émission, pas de critiques, mais des rubriques spéciales pour fêter la fin d'année. Jérém fait le bilan des chiffres de 2023, aussi de nos chiffres de 2023. Et je vais vous faire jouer avec des castings de l'année, mais surtout, on va se la jouer Oscar ou Golden Globes avec le prix le plus prestigieux qu'un film puisse recevoir. Ah ouais. Le DCP Awards, messieurs, dames. TCP. À côté, un César, ça vaut rien. On n'a pas de statuette, hein, on a juste la reconnaissance de 4 mecs. Mais cool. Hey. Mais on ne va pas déroger à toutes nos traditions, puisque le Joker est toujours là pour conclure l'émission. Et pour commencer, on a les Actualités. actualités. Alors les potes, je vous ai même pas présenté. Je suis entouré de Fred, de Jérém, de Julien. Eh bah merci. Et enfin, on nous présente. Bonjour. Bonjour. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël à toi, Ah, Julien. j'avoue, c'était assez violent ce que j'ai dit en fait, mais. Ouais, mais- j'avoue, mais bon. mais Joyeux merci. Noël. Mais joyeux Noël, mon bro. Voilà, joyeux Noël de l'amour. Joyeux Noël. Et quelles sont les actualités de cette fin d'année 2023 ? Alors, moi, l'actu qui m'a fait un peu marrer, c'est la condamnation d'Isabelle Adjani à 2 ans de prison avec sursis et 250 000 euros d'amende pour fraude fiscale et blanchiment. Quoi ? En effet, l'actrice aux 5 César est condamnée pour s'être domiciliée au Portugal en 2016 et 2017 pour s'éviter 236 000 euros d'impôts. Également, avoir fait transiter 120 000 euros via un compte américain non déclaré. Et aussi, j'ai bien aimé la petite phrase de la présidente de la Cour qui a déclaré, je cite, « Actrice au talent incontestable, elle n'en reste pas moins une contribuable. D'une condamnation à une autre, Jonathan Majors a été reconnu coupable pour agression sur son ex-compagne et risque jusqu'à 1 an de prison. Le verdict tombera le 6 février. Mais une des conséquences majeures pour Majors, c'est la décision de Marvel qui s'ensuit. Lui qui devait incarner Kang, le grand adversaire des Avengers pour les films à suivre, est licencié. On connaît pas encore la suite, donc on sait pas si ce sera un remplacement d'acteur, une réécriture complète des films. Mais Majors aura eu le temps d'incarner Kang dans les 2 saisons de Loki et dans Ant-Man 3. Eh bien, on va parler un peu de Netflix. Et donc, Netflix semble se diriger vers une nouvelle technique marketing ou une nouvelle technique de production. Plutôt que de sortir des nouvelles séries, Netflix pencherait plutôt sur des spin-offs. Donc, notamment spin-off de Mercredi. Donc, même si la saison 2 est attendue 2024, il y aurait un spin-off en préparation sur l'oncle Fétide, qui était apparu dans la saison 1, mais aussi sur la série Peaky Blinders. Alors, Peaky Blinders, c'est pas une série totalement Netflix, puisqu'à la base, c'est la BBC, mais Netflix aurait donc pour projet de faire 2 séries spin-off, une sur le personnage de Polly, dont l'actrice est décédée il y a quelques temps, et une aussi qui se passera à Boston dans les années 20, où il n'y a pour le moment pas plus de précision. Ils ont beaucoup aimé ce que Paramount Plus a fait avec Walking Dead. Ouais, ils se lancent dans le spin-off, mais c'est ce qui marche bien. Même chez Amazon, on a lancé le spin-off de The Boys, donc... Puis Netflix avait déjà fait, enfin c'était AMC et Netflix, mais ils avaient déjà fait Better Call Saul. Oui. Et Fred, Petite info, moi j'ai vu cette semaine que Greta Gerwig serait la présidente, enfin présiderait le jury de la 70e édition du Festival de Cannes. Et du coup, ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu une femme qui présidait le jury. La dernière fois, c'était en 2018 avec Cate Blanchett. Voilà. bon les gars, nous sommes dans la dernière émission de 2023 et qui dit fin d'année dit bilan d'année. Écoulé. Putain, on avait la même phrase, je crois. On avait Oui. écrit la même phrase. Et En du effet. coup, Jérémy, tes chiffres de 2023. Et oui, en effet, qui dit fin de l'année, dit bilan de l'année écoulée. Alors, ce qu'on va faire pour cette émission, Owen l'a déjà dit, c'est que les chroniques sera divisée en 2 parties. Une première maintenant sur les chiffres de 2023. Donc, on va parler chiffres du box-office en se concentrant sur les box-office, notamment français, américains et le box-office mondial également, avec tout plein de chiffres que j'ai pu récolter. Et la deuxième partie, qui sera un tout petit peu plus tard dans l'émission, qui sera sur nos chiffres, à nous, tous les 4, de 2023. Mais j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Commençons donc par les chiffres de 2023. Alors, vu que l'année n'est pas vraiment terminée, on va dire, je précise que les chiffres que j'ai pris se sont arrêtés à la mise à jour des box-office du dimanche 17 décembre, voilà. Tout d'abord, les champions du box-office, quels sont-ils ? On va essayer de voir ça dans plusieurs pays, et on va voir des similitudes, mais aussi des différences. La tendance évidente, c'est que la première place du box-office, dans une majorité de pays, se jouait entre Barbie et Super Mario Bros, le film. Mais si on regarde de plus près, Barbie a clairement l'ascendant sur Super Mario Bros, car dans presque tous les pays dont j'ai pu trouver un box-office détaillé, c'est bien Barbie qui emporte la première place. Mais pas partout, car la France est l'un des seuls territoires que j'ai pu trouver avec Super Mario Bros au-dessus de Barbie. À savoir que, pour entrer plus dans le détail, en France, c'est donc Super Mario Bros qui est en tête du classement avec plus de 7,3 millions d'entrées. Barbie se classe deuxième avec 5,8 millions d'entrées. Et enfin, pour compléter le podium, on trouve le premier film français de l'année avec Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui est
pas très loin avec ses 4,6 millions d'entrées. Qui est pourtant considéré comme un échec du Et point de vue oui, de pâté. et oui, c'est ça le pire. Aux USA, c'est donc Barbie qui se trouve en tête du box-office de l'année avec plus de 636 millions de dollars de recettes. Super Mario Bros. Suit avec près de 575 millions. Et enfin, le podium est complété par Spider-Man Across the Spider-Verse avec plus de 380 millions de dollars. On retrouve donc 2 films d'animation sur podium, ce qui n'était jamais arrivé au XXIe siècle. Et donc, pour vous dire que la rivalité entre Barbie et Super Mario Bros. Était présente partout. En Allemagne, Barbie est en première place, juste 600 000 entrées devant Super Mario Bros. Le film. Et ces 2 films sont sur les 2 premières places du classement, je tiens à le préciser. Ce qui est le cas au Brésil également, où là la victoire de Barbie est encore plus nette, avec plus de 4 millions d'entrées de plus que Super Mario Bros. En Espagne, Barbie devance Super Mario Bros. De près de 900 000 entrées. Cas particulier, l'Italie où Barbie est numéro 1, mais où Super Mario Bros. N'est pas numéro 2, puisqu'il n'est qu'en 4ème place. Petit point sur les pays qui n'ont pas un de ces 2 films en tête de leur classement. La Chine, on va plus voir des films locaux, il faut attendre la 11ème place pour voir un film d'une autre nationalité, en l'occurrence Fast and Furious 10. Et si on revient sur notre rivalité, c'est encore une fois Barbie qui est devant Super Mario Bros. En Chine. Également la Corée du Sud, où aucun de ces 2 films est en tête du classement, puisqu'également ce sont plus des films locaux qui sont vus en Corée du Sud. Mais on peut noter la 2ème place du film Élémentaire. Et enfin, pour revenir sur notre comparaison depuis tout à l'heure entre Super Mario Bros et Barbie, la Corée du Sud est avec la France l'un des rares pays où Super Mario Bros est devant Barbie et très loin, puisque Barbie n'a pas bien fonctionné en Corée du Sud du tout, faisant moins d'entrées que des films comme Fast and Furious 10, Ant-Man 3, Indiana Jones 5, The Marvels ou même The Flash. Faire moins que The Flash ou The Marvels. Donc Barbie en Corée du Sud, ça n'a pas du tout fonctionné. Enfin, au niveau box-office mondial, ces 2 films sont les seuls à avoir dépassé le milliard de dollars de recettes. 2 films dépassent ce cap, c'est un de moins que l'année dernière, mais un de plus qu'en 2021. Donc cela prouve bien que le box-office reprend des couleurs, mais doucement. On est encore loin de 2019 avec ces 9 films ayant dépassé le milliard de dollars de recettes. Mais c'est bien Barbie qui truste le haut du box-office cette année avec plus de 1,4 milliard de dollars de recettes mondiales contre 1,3 milliard pour Super Mario Bros. Le film complétant le podium étant Oppenheimer avec plus de 950 millions de dollars de recettes mondiales. Il faut mentionner Barbie parce que c'est la première fois qu'un film uniquement réalisé par une femme est en tête du box-office mondial. Voilà. Pour se reconcentrer un tout petit peu sur la France, je vais vous donner des pêle-mêle des films que j'ai pu trouver. Donc, dans le top 10, il y a 3 films français pour 7 films américains. Les films du top 10 ont atteint au minimum les 2,6 millions d'entrées. À comparaison, l'année dernière, le top 10 n'était composé que de films américains et il fallait au moins atteindre 2,7 millions d'entrées pour l'atteindre. Montée en puissance, car l'année dernière, seulement 28 films avaient atteint le million d'entrées contre 38 cette année. Et comme je l'ai dit, l'année n'est pas finie, donc il se peut qu'il y ait d'autres films qui se rajoutent. En ce qui concerne les démarrages, le meilleur premier jour de l'année, c'est pour Astérix et Obélix, avec plus de 466 000 entrées. En deuxième, Barbie, avec plus de 360 000 entrées. Et enfin, pour compléter le podium, le film Miraculous, film français, encore une fois, avec plus de 318 000 entrées. À comparaison, le meilleur premier jour de l'année dernière, c'était 603 500 entrées. Et où se situe la Patte Patrouille ? Elle n'est pas là, la Patte Patrouille, je suis désolé. Et c'était pas un gros succès ? Tout le monde disait que c'était un gros succès. Ouais, mais en fait, quand on a commencé à faire des CP, c'est pour ça que j'en parlais tout le temps, parce que c'était un bon succès au moment où on commençait à enregistrer des CP, mais là, sur la fin d'année, en global sur l'année, c'était pas non plus... La Patte Patrouille a chuté. Quelle indignité. Et donc, au niveau du démarrage, c'est-à-dire de la première semaine, c'est encore une fois Astérix et Obélix qui est en tête avec 1 882 686 entrées. Lors de la première semaine d'exploitation, à peine 16 000 entrées de plus que Super Mario Bros qui est deuxième. Enfin, Barbie complète le podium avec 1,6 million d'entrées la première semaine. A comparaison, l'année dernière, on avait eu le droit à un démarrage à plus de 2 millions d'entrées grâce à Avatar 2. En globalité, et alors que l'année n'est pas finie, il y aura eu plus d'entrées en France cette année que l'année dernière. On est à plus de 154 millions d'entrées sur 49 semaines pour 2023 contre 140 millions pour l'année dernière complète. Et enfin, la semaine durant laquelle on a enregistré le plus d'entrées en France, c'est celle du 19 au 25 juillet, semaine de sortie de Barbie et d'Oppenheimer, avec plus de 5 millions d'entrées. A contrario, la semaine la plus faible en termes d'entrées est celle du 6 au 12 septembre, avec tout juste 1,4 million d'entrées enregistrées cette semaine-là. Et cette semaine-là, Anatomie d'une chute en était à sa 4e semaine d'exploitation et était en tête du classement, mais c'était aussi les sorties des films Tony en famille et Vision. On continue sur des chiffres vite faits pour les USA. Pour atteindre le top 10 cette année au box-office américain, il fallait minimum faire 179 millions de dollars. Chose étonnante, le concert de Taylor Swift, que j'avais déjà vite fait évoquer une fois dans des chiffres, se retrouve à la 10e place du box-office américain cette année. Dans le top 10, on retrouve donc un film Warner, celui qui est en tête, Barbie, 2 films Universal, Super Mario Bros et Oppenheimer en 5e position, 3 films Disney, Guardians of the Galaxy 3, La Petite Sirène et Ant-Man 3. La surprise, c'est aussi de voir John Wick chapitre 4 en 8e place de ce classement, et enfin, à la 9e place, Sound of Freedom, donc
On y est, les films de studio à tendance religieuse catho trouvent de plus en plus leur place dans les hautes sphères du box-office américain. Cette année, 21 films ont atteint les 100 millions de dollars de recettes aux États-Unis contre 18 l'année dernière, chiffre en hausse. Le meilleur week-end de démarrage cette année est pour Barbie avec plus de 162 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end d'exploitation contre 146 millions pour Super Mario Bros qui est deuxième. Il faut savoir que 5 films ont dépassé les 100 millions de dollars de recettes lors de leur démarrage cette année contre 8 l'année dernière. Donc on peut voir que les films de cette année ne font pas forcément des gros scores tout de suite, mais que le succès arrive avec le temps. Et pour finir, j'ai trouvé le nombre de combinaisons maximales, c'est-à-dire le nombre de cinémas ayant diffusé un même film sur le week-end avec le plus de salles. C'est Indiana Jones 5 qui a été diffusé dans 4600 cinémas américains pour ses 2 premiers week-ends d'exploitation. Ce qui n'a pas forcément fait du film un succès, puisque Indiana Jones 5 fait partie des déceptions au box-office mondial pour cette année. Et donc, quelle transition pour terminer, afin de parler des chiffres au box-office mondial. Pour atteindre le top 10 mondial cette année, il fallait engranger un minimum de 476 millions de dollars de recettes. 45 films ont atteint les 100 millions de dollars de recettes mondiales contre 41 l'année dernière. Et cette année, les films qui ont atteint 100 millions de dollars au box-office mondial cette année, on en a parlé dans CCP parce qu'on a parlé de Killers of the Flower Moon, de L'Exorciste Dévotion, de Saw X ou encore de The Creator qui ont tous dépassé les 100 millions de dollars de recettes mondiales. Et donc le premier film français dans ce classement mondial, c'est donc Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, j'allais dire Mission Cléopâtre par pur... Pourtant, moi, c'était mon objectif quand ils ont fait la ressortie de 4K de Mission Cléopâtre. Moi, mon objectif, c'est d'aller le plus souvent au cinéma pour que ce film-là batte le score du dernier de Canel. Non mais c'est par automatisme, j'ai failli dire Mission Cléopâtre par automatisme, donc c'est bien Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui est la 67e place du box-office mondial de cette année, avec 46 millions de dollars de recettes mondiales. Et donc oui, c'est un petit échec, en effet, pour pâter, puisque le budget était de 60 millions. Et donc je parlais de déception au box-office cette année, il y en a eu plusieurs. J'ai évoqué Indiana Jones 5 qui avec ses quasi 300 millions de dollars de budget n'a récolté que 383 millions. Mission Impossible 7 aussi peut être considéré comme une petite déception parce qu'avec également quasiment 300 millions de dollars de budget, le film ne pointe qu'à 567 millions de recettes mondiales, soit moins que l'opus précédent. The Flash est complètement déficitaire avec ses 270 millions de recettes mondiales, mais c'est en global sur les films d'ici parce que voilà, que ce soit Shazam 2 également ou Blue Beetle, que des fours, à savoir si Aquaman 2 peut sauver le radeau du naufrage. Et niveau Marvel, c'est pas mieux parce que c'est The Marvels qui peut être considéré comme un échec avec alors on enregistre 204 millions de recettes mondiales. Le film n'a même pas remboursé son budget qui était environ au niveau des 270 millions et fait de ce fait le premier film du MCU à perdre de l'argent. Et légère déception également au niveau des gros blockbusters pour Fast and Furious 10 avec son budget avoisinant les 340 millions de dollars. Je le rappelle et j'adore le rappeler, c'est 10 millions de moins que Avatar 2, a atteint seulement les 700 millions de dollars de recettes mondiales. Donc c'est pas un fiasco total, mais c'est pas avec ce film qu'Universal a enfloué ses caisses. Voilà, je vous ai abreuvé de chiffres, je sais pas si vous allez retenir grand chose, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de trouver tout ça. Merci à toi. Merci. Moi, ce que j'en ressors quand même par rapport à tous ces échecs, c'est que là, t'as dit seulement 700 millions de dollars pour Fast and Furious 10. Parce que 340 millions de budget. Ouais, mais genre en fait, même The Marvel, j'ai l'impression, genre ils ont mis énormément d'argent dans un film qui promettait pas grand chose de base. Je comprends pas la logique, parce qu'avant, genre, on faisait des gigas budget, mais c'était toujours payant. Maintenant, on dirait que ça l'est même plus. Donc c'est voué à l'échec. C'est ça, peut-être que... Alors, les échecs des gros budgets, peut-être, feront réfléchir les exécutifs des studios qui se diront, on n'est peut-être pas obligé de foutre 300 millions dans un film pour qu'il soit rentable et pour qu'il soit vu. Après, quand tu fais le 10e opus d'une saga, Fast and Furious, et que The Marvel, c'est le je ne sais combienième opus de la saga Marvel, je pense que les gens sont plus très intéressés, donc ça m'étonne pas vraiment que tu aies eu une chute par rapport à... la décennie précédente. Mais je suis d'accord par rapport à ça. Je t'en avais parlé, toi, Jérémy, de ce que je pense qui va se passer peut-être prochainement dans le cinéma en règle générale. Parce que dans les années 50-60, quand on faisait des films à très très gros budget, des péplums, des comédies musicales de 3h, 3h30, le public arrêtait d'aller voir ça et on est passé vers le nouvel Hollywood. Donc moi, en fait, je pense que, vu tous les échecs que ça va se prendre là, peut-être à l'avenir, on sait pas ce que le box-office en règle générale va se créer, mais j'ai l'impression que genre le cinéma va peut-être dévier vers un nouveau cycle. Et je trouverais ça intéressant. Ouais, on sera peut-être spectateur d'un nouveau grand changement à Hollywood. Enfin, mais je trouverais ça génial parce que ça fait depuis 40 ans, depuis Star Wars et ce que Spielberg a créé dans les moitiés des années 70, qu'on est sur un modèle de blockbuster américain. Et peut-être qu'on va partir vers d'autres trucs, ça va être vachement intéressant si ça évolue dans un sens nouveau. Le cinéma français en force qui va revenir dans les salles, uniquement dans les salles françaises peut-être, mais je sais pas, peut-être. Mais voilà, c'est la question que
que je jette comme ça. On verra ce que l'avenir sera créé, mais c'est ce que m'inspire un peu la conclusion de tes chiffres, Jérémy. Prédiction à vérifier dans le futur. Alors. Voilà, peut-être que je suis À un l'épisode visionnaire. 438 de DCP. Mais suis-je un visionnaire? Du coup, messieurs, dames, on va passer au premier jeu de cet épisode spécial Noël. Et toujours dans cette logique de conclusion de l'année, on va faire une conclusion des castings de 2023. Vous vous souvenez de mon merveilleux jeu qui s'appelait Casting for Camoulox? Bien sûr. Et bien là, c'est le casting Camoulox de l'année. Le principe, c'est que je vais vous citer 2 acteurs qui ont joué ensemble dans un même film. C'est pas obligé qu'ils apparaissent ensemble à l'écran ou qu'il y ait une interaction entre deux, mais simplement, si je vous dis 2 noms d'acteurs, il faut que vous soyez capable de me dire « Ah, on les a vus ensemble dans ce film-là ». D'accord. Ok. Ok. Leur nom est au générique quoi qu'il arrive. Les 2 noms sont au générique quoi qu'il arrive, même s'ils n'ont pas de scène en commun dans le film. C'est etc. ça. Mais des fois, je suis allé chercher un 3e rôle avec un rôle principal. Donc, Ça peut être une voix off, ça peut être des dingues. pas de voix off. J'ai exclu aussi les films d'animation. Ah, ok. D'accord. Sinon, c'était un peu trop compliqué. Du coup, Owen, tu ne joues pas à ce jeu vu que tu le présentes. Bah non, bien sûr que Du non. coup, on a une chance de gagner. Oui. Oui. Ouais. Bah ouais. Bah non, parce que Jérém est là. Merde. Oui, ça veut rien dire. Moi, ah. je peux être une bille. Total. Ouais. Eh bien, messieurs, dans quel film avons-nous pu voir Nathan Fillion et Bradley Cooper ensemble? Guardians of the Galaxy 3. Oui. Je vous ai dit que vous Ah, alliez malin, perdre. malin. Pas Dans grave. quel film avons-nous vu Dua Lipa et Will Ferrell ensemble? Barbie. Il a levé la main. Ouais, je suis désolé. Barbie. Non, Ah, vas-y, oui. je laisse le point à Julien. Ouais. En Je vrai, l'avais. fallait dire, est-ce qu'on gueule dans le micro, Ah, est-ce qu'on ouais. lève la main, tu vois. Enfin, Levez la main. ok. Ok. Dans quel film on a pu voir Kate Blanchett et Noémie Merlan ensemble? Tard. Oui. Tard. Je vais préparer maintenant. Film qui dure beaucoup trop longtemps pour ce que c'est. 2h40, c'est quand même quelque chose. Dans quel film on a vu Mads Mikkelsen et Harrison Ford? Indiana Jones 5. Bah bien sûr. Je n'ai vu aucun. Ah merde. Bon. Non, mais c'est pas grave. Je passe. Normalement, j'ai regardé les tableaux des films que vous avez vus. Normalement, c'est des films que vous avez vus au moins une personne. Oui, bon, Barbie, oui. Dans quel film on a pu voir Rupert Grint et Dave Bautista? Dans Case de cabine, putain, c'est un chien malade, je pouvais pas. J'étais obligé de l'avoir. oui. Je partais du principe que tu l'avais, celui-là. Dans quel film on a vu Laura Dern et Anthony Hopkins? The Son. Oui. Pardon. Cet homme est trop fort. Dans quel film on a pu voir Peter Dinklage et Viola Davis? Hunger Games. Oui, Fred. J'allais dire une connerie, donc merci Fred d'avoir eu. T'allais dire quoi? T'allais dire quoi? Je sais pas, j'avais pensé à genre Cyrano, mais c'est sorti l'année dernière, donc ça fonctionnait pas, donc. C'est vrai, mais non. Alors, dans quel film on a vu Bill Murray et Michelle Pfeiffer? C'est un blockbuster. Putain. Ant-Man 3. Oui, il est dans Ah, Ant-Man. il est 3. dans Ant-Man, lui? Oui, il fait un caméo. Justement, oui, en plus, il est direct dans la bande-annonce, c'était en mode, ah putain, il y a Bill Murray dans Ant-Man 3, d'accord. Puis il y a une blague comme quoi Bill Murray et Michelle Pfeiffer ont copulé ensemble. Trop bien. Voilà. Cool. Dans quel film on a pu voir Pierre Richard et Johnny Depp? Jeanne Dubarry. Oh là là. Jeanne sais que- Dubarry. En même temps, je crois que Jeanne Dubarry, c'est le seul film qu'a fait Pierre Richard cette année. Donc, Non, peux aussi, non, il y en a- il était pas dans Astérix, justement? Oui, Non. c'est vrai. Ouais, c'est bon, vrai. d'accord. Mais, Justement, euh, parce que t'as dit Pierre Richard, je me suis dit, ça peut être Astérix avec le C'est deuxième, vrai. tu vois. Mais peut-on considérer Astérix comme un film? Jeanne Dubarry, on peut poser la même question, mais je l'ai pas vu. Mais c'est en faisant les recherches pour le jeu que j'ai découvert que Pierre Richard était dedans. Et il y a... Comment il s'appelle? Raphaël Quenard qui est dedans. Ah ouais? Il est dans Jeanne Il fait Dubarry. une brève apparition en tant que chambellan. Dans quel film on a vu Laure Calamy et Grégoire Ludig? Je sais pas, c'est à toi de juger, là. Je vais dire Fred parce qu'il a pas beaucoup de points. Il y a conduite dedans. Oui, Il faut me donner le mot avant. Bonne conduite. oui. J'en ai 2 au moins. Je voulais trop le voir et je l'ai pas vu. Il est Je resté peux m'arrêter là. très peu de temps en salle. Il était sympa. C'était il- Jonathan- Oh, c'était très bien. C'est Jonathan Barré qui l'a réalisé Oui. aussi, Oui. ouais. Ouais, c'est un Toujours. film du Palma Show. Dans quel film on a vu George Clooney et Michael Keaton? The Flash. Bah oui, The Putain, Flash. je trouve que les films de merde, c'est Ah oui, génial. Michael Keaton. Ouais. Bah ouais. Dans quel film on a vu François Cluzet et Louise Bourgoin? Un métier sérieux. Mais cet homme va trop vite, bon sang de bonsoir. En même temps, on en a parlé en même temps. Laisse-nous Bah laisse-nous ouais, le temps mais- de lever la main. Dans quel film on a vu Camille Cotin et Michel Yeo? Ah oui. Julien? Je l'ai maintenant qu'il a levé la main. C'est pas Tony en famille? Non, Perdu. c'est Mystère à Venise. Oui. Et je l'ai pas vu, Mystère à Venise en plus, c'est ça le bien. Pas vu non plus. Ouais. J'ai entendu Camille Il y a Cotin. que toi Y a- qui l'as vu, moi, je je crois. l'ai vu en avant-première. Bof. Ah. Sans plus. Dans quel film on a vu Jonathan Cohen et Vincent Cassel? Julien? Astérix aussi. Bah ouais. Bah oui. Bah ouais, bah Bah ouais. non, mais on n'avait pas évoqué Astérix, on avait juste évoqué comme ça, mais pas en tant que réponse, donc... Et dans quel film? Et là, ça va être ma dernière réponse. Donc, on sait très bien qui a gagné. Question. Ma dernière question, oui. Dans quel film on a vu Matthew Broderick et Jennifer Lawrence? le challenge. Eh oui, cet homme repart avec 9 points. Julien 4 et Fred 2. Ouais. Tu es un... En vrai, 2 points, c'est cool.
Bravo. J'applaudis Fred pour ces 2 points. Je pensais à la même chose. Bon, eh bien, ainsi se conclut notre première session de jeu. C'était le casting Camoulox de l'année. Et comme dit plus tôt, on va pas faire de critique. Par contre, on est quand même un peu allé voir des films au cinéma. Du coup, je propose une petite séance de rattrapage. Alors, moi, je suis pas allé au cinéma, mais Fred, Jérémy et Julien sont, eux, allés voir des films. Et Fred a notamment eu l'occasion d'aller voir Vermine en avant-première. Qu'est-ce que ça vaut ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça vaut, Vermine C'était assez cool. Le film se prend pas au sérieux, en fait. Le film se prend pas au sérieux, il le dit directement, c'est un film d'horreur. Moi, dans la salle, il y avait le réalisateur qui disait que c'est le premier vrai film d'horreur français. Donc, je pense qu'il taclait un peu tout. Non, mais il taclait un peu, vous savez, toute la vibe du Elevated Horror, film d'horreur, critique sociale de par exemple, Gilles Ducournau, enfin plein de Pascal d'autres Logier, films. un peu. Voilà, enfin Pascal Logier, ouais, on va pas parler de Pascal Logier. Mais bref, je pense qu'il balayait un peu tout ce cinéma très prétentieux. Et du coup, c'est vrai que Vermine ne se veut pas comme un film prétentieux. C'est un film d'horreur, un huis clos avec des araignées qui poursuivent nos personnages. C'est très drôle, c'est bien filmé, c'est peut-être un peu kitsch, c'est vrai. Mais voilà, c'est un film qui se regarde, 27 décembre. N'hésitez pas à y aller. Voilà. Et est-ce que les créatures, ça t'a fait quelque chose ? Parce que c'est un film sur quand même des araignées, des trucs comme ça, donc je sais que ça peut en terrifier certains. Bah, c'est vrai que je pense que c'est arachnophobe, le film faut pas aller le voir, faut clairement pas aller le voir. Mais non, le film m'a pas non plus effrayé quoi. Enfin, c'est un film vraiment très très drôle. Il y a Jérôme Niel dedans, donc Jérôme Niel il vole un peu l'affiche. Il est vraiment là dans le film pour faire Jérôme Niel pour le coup. Il y a un peu de la critique sociale dedans comme dans tout film d'horreur, donc les CRS, bon voilà, on parle que ça dans le cinéma d'horreur, donc ça se fait dedans. La banlieue aussi, et là la blague aussi que je trouvais enfin le truc assez drôle que je trouvais, c'est que je trouve que le film parlait plus de la banlieue et de tout ce qui est genre bâtiments, logements sociaux que bâtiment 5 en fait. Donc je suis en train de cracher sur bâtiment 5, ça se fait pas, mais voilà, en tout C'est vrai cas T'étais pas avec nous quand t'as... j'étais pas là, mais Mais- tu sais quand en plus je me suis dit ça aurait été trop marrant que je vous envoie des vocaux et qu'on mette ça dans le DCP. C'est vrai. Mais juste, du coup, l'occasion, en 2 mots, bâtiment 5. Un peu décevant. Ah oui, on est d'accord. Ouais, un peu décevant. Bon. Et aussi, t'as eu l'occasion de rattraper Past Live. Ouais, vous l'avez vu ou pas vous? Du tout. Personne Non. ici? Bah, Past Lives, génial. J'ai vraiment génial. Je crois que je l'ai mis 4 sur 5, un truc comme ça. Et c'est vraiment un film qui est très très bien monté pour le coup. Je crois que c'était le film le mieux monté que j'ai vu en 2023. Et très émouvant. Ça m'a beaucoup ému. Vraiment le montage. Vraiment tout est dans le montage. Et je vous dis rien d'autre. Mais vraiment aller voir Past Lives, c'était génial. D'accord. Parce que c'est un des films qui est quand même vachement reconnu en ce moment et qui... On en parle pas mal pour les Oscars ou pour les Golden Globes, il me semble. C'est le film coréen, c'est ça? Non. C'est coréen, américain. Enfin, tu vois, c'est une histoire d'amour avec un personnage qui vit aux États-Unis et un autre qui vit en Corée. D'accord. Ok. Sinon, Jérémy, Julien, vous avez vu la deuxième partie des Trois Mousquetaires. Qu'est-ce que ça vaut? À toi l'honneur, Jérémy. Alors, ça a les mêmes qualités, les mêmes défauts que le premier. Ce qui paraît évident, hein, dit comme ça. Mais les qualités se font moindres et les défauts se font plus sentir. Je partage ton avis. La fameuse grosse différence qu'on aurait avec le premier, c'est ce fameux étalonnage qui a été revu. C'est-à-dire qu'on a abandonné le côté plutôt sombre pour le côté plus lumineux. Et même ça, je trouve que ça marche pas tant bien que ça, parce qu'on sent que cet étalonnage, c'est fait au montage, en fait. C'est-à-dire que le film a été prévu pour être filmé de manière très sombre. Donc tous les effets de lumière qu'on a avec les torches, les lanternes ne marchent plus. Et les nuits américaines, on les voit. Ah, ils sont dégueulasses. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois que ça a été filmé pour faire une nuit américaine et t'as l'impression, tu vois que c'est de jour, en fait. Et ça, au niveau photographique, ça pêche un peu. Ça la fout un peu mal quand tu te vends comme le renouveau du cinéma français et que tes nuits américaines sont claquées au sol, quoi. Enfin... Cependant, ça reste quand même toujours plaisant de voir un blockbuster ambitieux de cette manière-là, même s'il partage pas mal de défauts, notamment par rapport au premier, ça s'essouffle pas mal en termes d'intrigue. Là où le premier arrivait à mieux développer ses personnages, à faire des meilleures péripéties, puisque c'est ce qu'est le roman Les Trois Mousquetaires, c'est plein de petites péripéties imbriquées dans la grande intrigue. Là, le volume 2 se tourne totalement autour du siège de La Rochelle, avec quelques intrigues amoureuses autour de Porthos Aramis qui sont pas très intéressantes, je trouve. C'est marrant, mais c'est pas très intéressant. Mais voilà, on a quand même des gros plans en drone qui sont assez sympas. On a une ambiance qui rappelle Pirates des Caraïbes, je trouve, avec un côté un peu vaisseau, bataille navale, très esquissée, mais présente. Des bonnes scènes d'action, mais qui, comme disait Jérémy, partagent le même défaut que le premier, c'est filmé tout caméra épaule. Donc on sent qu'il y a de la chorégraphie, mais ça fait vite brouillon. Ouais, c'est ça, avec le plan séquence en plus, ça aide pas.
ça n'aide pas du tout, et la scène qui en pâtit le plus, c'est très probablement la dernière scène de bataille. Tu vois que c'est une chorégraphie, qu'il faut que j'attende que la personne, parce qu'en plus c'est en plan séquence, etc., tu sens qu'il y a une attente parce qu'il faut pas se tromper, parce qu'il y a le plan séquence, donc tu vois la chorégraphie, c'est ça qui est dommage. D'accord. Alors, moi, ça me permet de poser une question, parce que le réalisateur, rappelez-moi le nom du réalisateur, Martin Bourboulon. très bien, s'attaque par la suite à une adaptation du Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, et c'est un livre beaucoup moins chargé en action, mais beaucoup plus chargé en intrigue, en manigance. Et c'est déjà un peu présent dans Les Trois Mousquetaires, enfin moi c'est le souvenir que j'ai du premier. Et est-ce que l'effet intrigue et l'effet manigance politique est assez géré pour donner de l'espoir pour le Comte de Monte Cristo? Honnêtement, j'ai pas vu Eiffel, mais c'est son premier long métrage, il me semble, à Martin Bourboulon, ou son premier gros projet. Premier gros Ouais. film, avant il avait fait Papa ou Maman 1 et 2. Oui, bon, voilà, ok. Honnêtement, Eiffel, je l'ai pas vu, donc je juge avec ce que j'ai pu entendre, mais c'était, en termes d'intrigue, c'était surtout une intrigue amoureuse entre Romain Duris et Mama Caisse. Ça avait l'air d'être pas mal. C'était nul, Eiffel, c'était Voilà. nul. Les Trois Mousquetaires, c'est pas mal en termes de ce que ça apporte, en termes d'ambition au niveau du blockbuster, mais ça tourne pas mal autour de l'action, donc je t'avoue ne pas être très convaincu pour l'instant pour le Comte de Monte Cristo. D'accord. Surtout que, comme je l'avais dit, il y a une série en préparation et je la trouve, ça m'attire beaucoup plus la série qui va venir que le film. Mais voilà, pourquoi pas après. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui me donne toujours un peu d'espoir, c'est que c'est Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière au scénar, comme pour les Trois Mousquetaires. Donc, je me dis pourquoi pas. On verra. On verra. Et on en a parlé il y a 2 semaines en rattrapage de Mars Express, mais Fred n'était pas avec nous. Et Fred a vu aussi Mars Express. Je l'ai vu hier et j'ai adoré. C'est incroyable. J'ai adoré ce film. C'est un de mes films préférés de l'année, je pense. Comme Moi toi aussi. peut-être, ouais. Et moi, un truc qui m'a beaucoup marqué dans ce film, bon, c'est con parce qu'un film d'animation, ça reste un film, mais j'ai vraiment eu l'impression de voir un film qui avait des codes de film en vue réelle. Quand je voyais ce film, je me disais pas ce film se prend pour un film d'animation, ce film d'animation se prend pour un film. Et c'était incroyable, c'était beau, c'était... J'ai kiffé. Et je sais pas, vous en avez pensé quoi, vous, du coup? Écoute, le dernier épisode de DCP. Effectivement, c'est oui. C'est une possibilité, en effet. On a beaucoup Et moi, je me kiffé. suis toujours pas bougé le cul pour le voir, ça m'énerve. Falloir se brouiller parce que il va. Oh, il est génial. Ouais. Il faut Ah, mais que je tu sais, fasses j'en ça. entends du bien de partout. Donc, Puis c'est pas long et comme Mm. on le disait la dernière fois, Philippe Kédic aurait adoré. Je suis d'accord. Très bien. Est-ce qu'on en a fini avec les rattrapages, messieurs? oui. Alors on va pouvoir passer au cœur de notre émission, les DCP Awards, qu'on n'aura pas l'occasion de faire souvent parce que c'est quand même une fois par année les récompenses des meilleurs films, des sélections qu'on a faites. Alors on a Il y a pas mal beaucoup de catégories. sections, hein. Ah ouais, ouais. On a pas mal de catégories, on a eu pas mal d'idées. Alors ça va du très bon au très mauvais, d'idées un peu saugrenues à d'idées complètement évidentes. On arrive donc aux DCP Awards et messieurs, on a plusieurs catégories. On va commencer par des catégories incluant des acteurs et des actrices. Et pour commencer, je vais vous demander quelle est selon vous la meilleure performance pour une actrice? Fred? Je commence. Ok, waouh, tu Ouais, tu me j'avoue. désignes comme ça là. Moi, du coup, j'ai feuilleté un peu. Enfin, j'ai regardé tous les films que j'ai vus cette année. Et je pense que la meilleure performance, et je pense que vous serez peut-être tous d'accord, c'était Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que non? Alors, je peux le noter, mais c'est pas ça que j'ai pris. Moi. D'accord. Moi je l'ai sélectionné aussi. Tu l'as sélectionné, Juju? J'ai beaucoup hésité, mais c'est pas elle qui a gagné. Mais prestation extrêmement notable, je mettrai en numéro 2. D'accord. Ok. Moi, je l'ai même pas noté en numéro 2. Ça aurait été... Si j'avais noté 3, ça aurait peut-être été numéro Je 3. peut-être passé outre, hein, mais j'ai eu l'impression que c'était la seule actrice vraiment qui m'a marqué cette année, quoi. C'était- J'ai hésité avec une autre, mais j'ai oublié c'était qui l'autre. Par contre, il faut bien préciser que ça va compter que les films sortis en 2023 en France Oui. et qu'on a vu au cinéma. Hein. Oui, Oui, oui. On est d'accord. Mais pour préciser pour les auditeurs. Hein. d'accord. Ah, oui. Alors, bah moi, j'ai été tiraillé entre 2 performances et au final, j'ai choisi Cate Blanchett pour Tar. Bah, Je comprends. ouais. Oui. En vrai, c'est une des rares vraies qualités que je trouve au film. Pour la performance. Moi, c'est Margot Robbie pour Babylone. Et voilà, bah c'était mon Ah, deuxième. j'ai- C'était mon deuxième. J'ai hésité aussi. Et on passe au genre Et masculin. Et toi? Ah oui, moi j'ai dit c'est Lily Gladstone. Je te rejoins sur le Ah ouais, Lily tu me rejoins, Gladstone. voilà. Ah oui. On passe maintenant au genre masculin. Quelle est la meilleure performance pour un acteur? Alors, Julien. oui. C'était dur aussi, parce qu'on a eu Perfect Day qui avec Koji Koji Yakusho. Yakusho, voilà, qui a été très bon. Il y avait Cillian Murphy qui avait été très bon.
Il y a eu Raphaël Quenard aussi qui a été très bon, que ce soit dans Chien de la Casse ou dans Yannick, mais je l'ai donné à Robert De Niro pour Killer of the Flower Moon, parce que Robert De Niro est acteur secondaire dans ce film, mais il a éteint tout le monde. Et il a 80 balais. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon film joué par Robert De Niro. Jérémy, Alors moi aussi j'ai noté Koji Yakusho, mais en deuxième choix. le Parce numéro que 1. mon numéro 1, c'est Paul Mescal pour Aftersun. Voilà. Ah oui, Ah ça oui. se vaut, ça se vaut. Je comprends. Eh bien écoutez, vous me connaissez. Vous savez très bien qui j'ai choisi. Raphaël Quenard. Évidemment, Raphaël Quenard, incroyable, Chien de la Casse, qui repasse au 3 Luxembourg en janvier. Bon bref, je fais la com et tout bientôt. Et Yannick surtout, et je suis super fan de ce mec. J'adore la manière dont a le cinéma français maintenant d'abandonner le bobo parisien un peu à la Lou Garrel et de prendre juste des acteurs de campagne bien ringards mais hyper charismatiques. Et Raphaël Quenard, c'est exactement ça, j'adore. Et si je peux me permettre un conseil, regardez Les Mauvais Garçons, qui avait eu le César du court-métrage l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus exactement. Et c'est très bien. Ok. Eh bien, moi, ma meilleure performance, pour moi, enfin, la semaine dernière, j'avais dit que c'était Koji Yakusho. Et je le maintiens. Je maintiens que voilà, le plan final de Perfect Days est, à mon sens, l'un des meilleurs moments de performance d'acteur de ces dernières années. Même si, voilà, pour moi, DiCaprio et sa moue dans Killers of the Flower Moon, c'est quand même quelque chose. Et on a beau dire que c'est un peu caricatural et un peu poussé au forceps, ça reste une des interprétations les plus intenses. Voilà. Par la suite, on passe à la meilleure mise en scène, messieurs. Moi, je vais donner ma meilleure mise en scène maintenant. Je pense que c'est Babylone. Voilà. Je pense que... C'est mon deuxième choix. Voilà. Je partage en premier choix Babylone aussi. C'est Ça ça. aussi. ok. Je pense que il y a une folie de caméras qui bougent dans tous les sens, mais de manière frénétique, mais absolument c'est maestro, quoi. Je trouve que le début de film là, qui se passe dans la fête, où la caméra passe d'une personne à une autre avec 150 figurants, c'est absolument merveilleux. Et on aura beau dire que c'est du cinéma pédant et vachement pompeux, ça reste quand même impressionnant à regarder. Merci beaucoup. Donc, du coup, moi je dis que c'était mon deuxième choix, et je t'avais dit, j'avais teasé à Owen le fait que ma meilleure mise en scène, j'allais peut-être un peu vous surprendre, mais pour moi la meilleure mise en scène de l'année, c'est John Wick 4. Ah bah j'ai pas vu. Non mais je sais, mais J'ai vu le 1, j'ai pas c'est aimé. impressionnant, c'est impressionnant la maestria dans laquelle... Je parlais de chorégraphie avec les 3 mousquetaires tout à l'heure, là c'est tout l'inverse. La mise en scène est faite pour la chorégraphie, et donc du coup c'est magnifique, la photographie pareil, c'est superbe. Frédéric. Alors moi, vous allez me taper sur les doigts. En fait, j'ai pris un film, mais il y a 7 jours de différence avec 2023. Ah non. Mais non, mais en fait, c'est juste, je dois en parler de ce film. Je dois en Je sais de parler. quoi, je sais de lequel. Ça s'appelle Godland. Godland, les gars. Ça me dit rien. Godland. Ça me dit rien. Ce film est un tableau vivant. Chaque plan, en fait, c'est l'histoire d'un... Je vais pas dire de la merde. C'est un Islandais. C'est un pasteur, non? Ouais, c'est un pasteur qui va aller sur un autre pays pour christianiser la terre et qui va en fait prendre en photo son environnement qui est sauvage. Et tout le film est vraiment, chaque image, chaque plan est travaillé d'une manière mais incroyable. C'est vraiment un tableau vivant, comme je le disais. Et ce film est incroyable et je pouvais pas passer, même si c'est 7 jours, je sais que c'est 2022, c'est le décembre 2022. J'étais obligé d'en parler. Godland. Tu le vends tellement bien. Il est trop bien. On t'autorise. Ouais, regardez, Petite, foncez. Cet écart. Voilà. Désolé. De magnifiques mises en scène, on passe à absolu étron visuel, puisque je vais vous demander quel a été le film le plus moche de cette année. Jérémy, à toi l'honneur. Il a fallu faire un choix, DC ou Marvel. D'ici. Et j'ai choisi Marvel parce que pour moi c'est Ant-Man 3. Ah bah c'est vrai que le... Ah, comment il s'appelle le Codor le méchant grosse tête Modoc. Modoc. Julien. Vous le savez, moi. Je l'ai dit. Parce que je trouvais extrêmement moche. C'est Oui. le Dupontel. Mais c'est vrai que quand tu vois qu'il y a un film comme The Flash, j'aurais pu dire The Flash, mais je n'ai pas vu The Flash. Donc Bah, moi j'ai vu The Flash. Si on joue le jeu et qu'on garde les films que l'on a vus, ce sera pour moi Dupontel. Moi j'ai vu The Flash et j'ai eu envie de me suicider en sortant de The Flash. Voilà. Et moi, ça c'est fait mal. un peu basique, mais je dirais la Nonne 2, mais ça reste comme d'habitude. C'est la Ça nonne, se comprend. Ouais, c'est... L'Exorciste aurait eu sa place aussi. En L'exor- film oui. moche, hein. Oh, il y avait des plans sympas, des trucs mignons, des trucs beaux. C'était non très random, c'était pas plus... Ouais, mais il y avait des petits trucs par moment. Vous voyez, quand on parlait des plans furtifs, là, le truc un peu psychédélique, Ouais, il y avait des ouais, trucs je sympas quand vois. même. Mais la Nonne 2. Alors on va se permettre un petit écart de ce qui est sorti en cette année, puisque je vous demande quelle a été votre meilleure découverte personnelle hors cinéma, c'est-à-dire hors 2023. Je commence Ouais. Moi, j'étais parti au cinéma voir Les Ailes du désir de Wim Wenders.
C'est ça, hein, hors 2000. Oui, hein, Ouais, n'importe mais quel que ce film. soit que t'aies vu au cinéma ou chez toi. Hein. Ok, En tout cas, ok. qui n'est pas sorti en 2023. Alors, c'était Les Yeux du désir, incroyable Wim Wenders. J'avais vu que Paris, Texas. Et en découvrant ce film, j'étais en mode fasciné. Moi, j'adore tout ce qui est des œuvres qui brisent un peu le quatrième mur. Et du coup, là, d'avoir des anges qui. Enfin, le film dit vraiment. Le film c'est deux films, quoi. Enfin, qui l'a vu ici? Voilà, ce film, c'est deux films. Il faut le dire, Julien, parce que. Oui, je l'ai vu aussi. Tu vois, et du coup, j'ai adoré. J'ai ce côté un peu, voilà, t'as toute une partie où t'as des anges qui observent les êtres humains. Et puis finalement, l'ange décide d'entrer dans le monde des humains et ça devient un film en couleur. Et c'est trop beau, c'est génial, c'est trop cool. Julien. Donc en meilleure découverte, c'était dur parce qu'il y a eu plein de trucs, mais il y en a eu deux que je voulais pas, j'ai pas réussi à les partager. Donc je vais faire un petit écart. Oh. Déjà, il y a Boyhood de Oh oui. Linklater. Tu sais que j'ai montré le trailer à Jérémy hier et il a toujours pas vu. Et, Ah, mais j'ai envie de le voir. De toute façon, moi, Linklater, j'aime beaucoup. Les Before, c'est très bien. Même Tape, un tout petit film avec Ethan Hawke et Uma Thurman, vraiment un tout petit dispositif, c'est très bien aussi. Donc Boyhood, ça ne pouvait qu'être bien. J'ai vu Boyhood, J'ai adoré. c'est génial. C'est C'est fou, vraiment hein. une chronique de la vie, ça suit sur des années et des années. 12 ans. Voilà, 12 ans. 12 ans. Et il en fait un prochain sur 24 ans. Oui, Je c'est crois. vrai. Et est-ce que tu as Cet vu homme est Génération fou. Rebelle? Génération Rebelle qui est génial aussi. Pas encore, mais Trop vraiment bien. Linklater, j'aime beaucoup. Et un petit deuxième, parce que il fallait que je le mette, c'est Butch Cassidy et le Kid de George Roy Hill. Alors pourquoi ce film? Parce que déjà, ce film, je l'ai vu dans des conditions très marrantes. Je pensais voir un autre film, celui qui est fait par Pengpia. Sam Peckinpah. Sam Peckinpah, voilà. Peckinpah. Je pensais voir ce film-là. Et en fait, je me suis gouré de films. Du coup, je tombe sur ce film-là. Et en fait, ce film-là était quand même trop bien. Parce que je suis pas un grand fan de western, mais alors western années 70, je trouve ça super. C'est super moderne, c'est comique, c'est tragique. Alors moi, je vous tanne avec ça, surtout Owen, depuis je sais pas combien de temps. J'ai découvert ça au cinéma, Nymphomaniac, en Director's Cut. C'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, je pense. Donc c'est 5h30 de pur bonheur. Voilà. Mais je m'autorise un tout petit écart comme Julien pour mentionner également JFK en Director's Cut que j'ai découvert cette année. Et c'était pareil, magnifique. 3h30, Kevin Costner au top. Enfin voilà. Moi, si tu me permets, deux écarts. Un écart. Donc Jérémy, Fred, t'auras droit à un écart final. Moi, j'ai vu Heat de Michael Mann et étant un giga fan de The Dark Knight, qui est en fait un remake spirituel de Heat, je ne pouvais que aimer la confrontation de Niro. Pacino est absolument merveilleuse, la mise en scène, c'est trop bien. Et aussi, c'était avec Fred, on a vu La Cité de Dieu, qui est un film brésilien sur une bande. Donc oui, un film sur les favelas, et c'est vraiment incroyable. En matière de furiosité, ça rejoint un peu ce que j'allais dire sur Babylone, il y a un côté très furieux et très de pure maestria en matière de mise en scène et d'idées de mise en scène. Enfin, j'ai plein d'idées qui viennent de popper, donc je vais pas en raconter dizaines. Mais voilà, c'est incroyable. Et c'est un des films les plus connus du cinéma brésilien, mais en même temps, c'est un film merveilleux. Et Fred, du coup, t'as un droit à un écart. Mon deuxième choix. Alors pendant mon road trip en Italie, je me suis tapé plein de films italiens. J'étais un peu dans le délire et j'ai découvert une pépite de 2022 qui s'appelle Les 8 montagnes, les Otto Montagne, et qui est génial, qui est un film qui prend son temps parce que c'est un film qui parle de 20-30 ans d'amitié entre deux hommes. Aucune romance homosexuelle, c'est vraiment juste une amitié entre deux mecs. Et c'est génial, l'un décide de faire ça de sa vie, l'autre aussi, et c'est génial, regardez-le. Très bien. On revient vers 2023, et je vais vous demander quel a été le personnage le plus relou que vous avez vu cette année. Je suis sûr qu'on est tous d'accord. Bah vas-y. Boys the Fred. Ah non. Ah non. Wesh, Non, les non. gars, Boys the Fred, t'en as parlé toi aussi? Non, mais moi, c'est aussi Joaquin Phoenix, mais pour Napoléon. Ah Alors moi, alors quand je dis Boys the Fred, c'est pas que je critique pas le film, moi j'adore Boys the Fred, mais c'est vrai que le personnage est genre Ouais, ça, antipathique as fuck quoi. il passe T'en sa peux vie à geindre, quoi. T'en peux plus. Donc voilà, je dirais vraiment, ça m'a beaucoup marqué, mais dans le bon sens. Dans le bon D'accord. sens. Et toi, C'est du coup, dans le mauvais sens. Ouais. Et du coup, Julien dans Napoléon. Voilà. Ok. Moi, il y a Hardin dans After 5. Je plus sois. Voilà. Plus. Bon, on est allé jusqu'au 5e épisode de After Vous êtes trop fort. avec Jérémy. Je ne vais pas m'étendre sur Hardin et je ne veux pas qu'il s'étende sur moi. Non, je m'étendrai sur la fin qui est vraiment. Je n'ai jamais autant eu de haine envers un film que Ouais, devant la fin de ce film. Mais le personnage qui m'a le plus un peu pompé l'air, c'est dans un très bon film, puisque c'est dans Anatomie d'une chute, c'est l'avocat général incarné par Antoine Reynatz. Donc c'est pas Russell Arlo, hein, c'est l'autre, celui qui a les cheveux rasés, qui est insupportable, qui
En plus, un peu incohérent en matière de scénario, puisque c'est le procureur, donc il n'est pas censé être contre Sandra Hüller dans le film, il est censé être pour la vérité. Sauf que le mec, il veut vraiment juste l'enfoncer, tu vois. Donc ce qui le rend plus antipathique, mais qui, d'un point de vue judiciaire, est un peu incohérent. Mais je divague. Et donc, moi, à part Hardin, donc, je sais pas, alors, je crois qu'il y a que Fred qui l'a vu, tu diras si tu confirmes ou pas, mais Michal, dans Acide, aka Guillaume Canet, enfin, le personnage de Guillaume Canet dans Acide. Oui, putain. En fait, ce personnage, je n'arrive pas à avoir d'émotion et d'empathie pour lui. Donc, du coup, c'est assez compliqué. Surtout, le début aide pas du tout. Le début du film comme aide pas on du disait, tout. il y a quand même Guillaume Canet qui joue un mec de la CGT. Enfin, tu vois, il y a déjà ce truc qui te met dans. Voilà, non mais le début aide pas du tout hein, aussi, ça te le rend pas du tout, enfin ça te donne pas envie de le suivre, donc et les choix qu'il fait par la suite du film encore moins, donc. Et on en parle aussi de sa fille quand même. Ouais mais aussi tu vois, chiante, ouais mais lui c'est au-dessus. Ouais, j'ai l'impression qu'il a voulu vraiment caricaturer un personnage un peu grognon, un peu sans savoir jouer ça en fait. Donc, ouais, c'est ça. Vous connaissez ma passion pour les cheveux. Ah oui. Quels ont été les plus beaux cheveux de 2023 ? Qui veut commencer ? Tu veux commencer ? Margot Robbie dans Babylone. Margot Robbie dans Barbie. J'ai dû trancher. Ah non, moi les cheveux frisés de Margot Robbie, c'est wow. Alors moi j'ai peur maintenant de dire mon choix parce que j'ai l'impression que vous dites juste parce que vous la trouvez super sexy et belle. Moi j'allais dire le garçon et le héron, la coupe du gamin avec la coupe punk. Ah non mais c'est non, les c'est cheveux tout à rasés. fait. Non mais voilà, Et- moi je l'ai trouvé beau juste en mode le style. Vous, Non, mais je suis tout à fait d'accord. T'as le voilà, droit. On a dit les plus beaux cheveux, pas les cheveux les plus sexy. voilà. Alors je tiens à dire que Owen tu m'as fait chier avec ta catégorie sur les cheveux encore Oui. une fois. Et j'ai décidé au final d'opter pour Orlando Bloom dans Gran Turismo parce qu'il a les cheveux plaqués, c'est magnifique. On dirait qu'il a un mulet et les cheveux giga gras. Ouais, bah je sais pas. Je suis désolé. Tu m'as fait chier avec ta catégorie de toute façon. Bon, écoute, Orlando Bloom est un mec magnifique. Moi, je veux le même shampoing que Margot Robbie dans Barbie. Ouais, Avoir les cheveux soyeux, là. c'est fou, hein. Et Jérémy, L'Oréal. il veut le même gel qu'Orlando Bloom. C'est du Viveldop fixation biéton en fait. Mais oui. Ensuite, messieurs, je vais vous demander quel a été le meilleur casting de cette année. Le film qui a le meilleur casting, les meilleurs acteurs avec lui. Oppenheimer. Ah, Oppenheimer. En termes de casting, si on reste vraiment sur la question du casting, c'est juste que Nolan l'exploite mal. C'est ça. C'est-à-dire parce que- qu'il a Ah, oui. Florence Pugh, il a Emily Blunt, qui l'utilise très mal, mais si ça, il avait su bien les utiliser, il a quand même Matt Damon, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. c'est vrai. Ma question est floue. C'est le casting le mieux utilisé ou le film avec juste les meilleures têtes d'affiche. C'est ça, parce que si on était sur le film avec les plus grosses têtes d'affiche, tout ça, j'aurais peut-être choisi Oppenheimer au 10, mais moi j'ai choisi le casting où je trouve que chaque acteur est parfaitement casté pour le rôle, etc. Et que oui, d'accord. du coup ça donne quelque chose vraiment de ouf. Pour Pareil. moi, c'est Je verrai toujours vos visages. Ah bah voilà. Qui pour moi, enfin, j'ai jamais vu des performances d'acteurs comme celle-ci en fait. C'est exceptionnellement bien dirigé en termes d'acting, etc. Donc On se magnifique. rejoint totalement. J'allais dire aussi, je verrai toujours vos visages. Je voulais le voir, mais je l'ai pas vu. Qui est incroyable. Même c'est ouf. Même Raphaël Quenard qui apparaît genre vraiment mais quelques secondes. Mais même Ouais, lui, il a une scène. Il est fou. Voilà. Ok, bah moi, c'est classique ce que je vais dire, mais Killers of the Flower Moon, c'est merveilleux. Moi, de base, je voulais voir le film simplement parce que il y avait Leonardo DiCaprio et Robert De Niro ensemble, tu vois, ce qui n'était pas arrivé depuis peut-être 25 ans. Et puis aussi Lily Gladstone en plus. Ça, c'est la bonne surprise du film, parce Ouais. que tu t'y attends pas du tout. Tu vas voir le film pour De Niro DiCaprio et tu as une des meilleures performances de 2023. C'est ça. Lily Gladstone. C'est ça. C'est vraiment un trio d'acteurs, sachant que le reste aussi est vraiment qualitatif. Hein. Jesse Plemons en tête, j'ai pas les noms des autres acteurs, mais en règle générale, le casting de Killers of the Flower Moon est vraiment somptueux. J'en arrive à quelque chose qui fait un peu chier, les gars, parce que je vous demande pas quel est le plus mauvais film, ça on va venir après, mais quelle a été votre plus grande attente, mais la plus grosse déception en fait. Quelle a été la plus grosse déception de cette année? Et moi je vais commencer, les gars, parce qu'on a parlé de ce film. J'avais dit que c'était la première fois que je n'aimais pas un film de ce réalisateur, puisque je n'ai pas aimé The Killer. Et oui, Oh non. c'est la première fois que je n'ai pas aimé un film de David Fincher, et ça me fait chier. Fred? Moi, je t'avais grave saoulé avec ce film. Je t'ai dit, mais c'est trop bien. Il a déjà fait des films d'horreur. Halloween 2018, c'était génial. The Exorcist. Bah ouais. Ouais, on en Ah a là parlé là aussi. là hein. là là là. Quel dos, mais il est en train de tout détruire, ce gars. Il va tout tuer. Faut l'arrêter. Voilà. Arrêtez-le, il est pire que Michael Myers. Arrêtez-le. Voilà. Il tue des licences aussi vite qu'il tue des Mais gens. c'est quoi la prochaine déjà? Il a une prochaine là? Alors Licence. déjà, il fait sa trilogie Exorciste. Après, on verra. Hein. Non, mais il a déjà parlé d'une autre licence, je crois. Oh, oula.
Donnez-lui vendredi 13. Ouais, Il n'y a rien à massacrer. C'est tout. C'est ce qu'on avait dit dans la critique de l'époque. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 Écoutez. d'épisode 2 de DCP, Voilà. écoutez l'épisode 2 de DCP. Jérémy, Alors, moi, pareil, j'ai hésité entre deux. Mais au final, j'ai opté pour la plus grosse déception cinématographique que j'ai eue ces dernières années. De ta vie. Non, mais on est pas loin. ces visiblement. dernières années. Ces dernières années, c'est ma plus grosse déception cinématographique. Boys Afraid. Ah bah oui. Oh non. En Je fait- suis Mais je pense que désolé. t'as pas compris le film. Et Ari Aster, pour moi, il avait tout cartonné avec Hérédité et Midsommar. Mais Boys Afraid, je l'attendais comme un messie cinématographique et Ouais. la chute n'en était que plus fatale. Moi, ce quoi. qui est Plus ouf, c'est que plus dur. j'étais un peu comme toi, et puis en fait, en repensant, j'adore Boys Afraid. Non, Non? non. Moi j'étais Non, avec mais attends, Jérémy on dans l'a la vu salle. ensemble, ouais, on J'ai l'a vu adoré. ensemble. Ari Aster, il était là pour présenter le film, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, ça a rejoint la malédiction des si je vais voir un film en avant-première au MK2 où il y a le réalisateur qui présente, je vais pas aimer. C'est quoi les autres? Comme quoi François Ozon, c'était Grâce à Dieu, et Xavier Dolan, c'était. Merde. Mathieu Donovan. Sversi, là Ouais. Voilà. À chaque fois qu'il y a un On était réalisateur. ensemble. Je crois que j'étais avec toi, ouais. Ouais, il était là, Xavier Dolan. Bah ouais. Ok. Il avait oublié. Maintenant, il est plus là. Et Jérémy, Oui. vite fait, c'était quoi le deuxième film C'était Acide, parce que j'en Ah bah oui. attendais beaucoup, mais au final, grosse déception également. Jérémy. Non, moi, Non, c'est Julien. Julien. Mais Jérémy est mon deuxième prénom, certes. Oui. Voilà, petite anecdote. En fait, c'est un peu dur parce que j'ai pas eu vraiment d'énormes déceptions. C'est plus des petites déceptions, mais voilà. Il y a The Killer. Parce que Fincher, c'est pas le réalisateur que je préfère, mais quand tu as The Killer, quand tu as un film de Fincher qui arrive, tu t'attends pas à même soit un film mauvais ou un film moyen, tu t'attends à un bon film. Et surtout, quand tu as un des acteurs que je préfère en tête d'affiche, qui est Michael Fassbender, qui est incroyable. Et du coup, ça fait chier. Voilà. N'est-ce pas? Mais sinon, il y a aussi les Trois Mousquetaires. Petite déception Ah, légère ouais. pour la deuxième partie. Ok. Mais petite déception. D'une déception à l'extrême opposé, messieurs, quelle a été la meilleure surprise de cette année? Vous n'attendez rien de ce film et il vous explose à la gueule. Jérémy. Aftersun. Oui. Voilà, pas besoin d'élaborer plus que ça. Même- Tous les deux, même surprise. Aftersun est mon number 2 parce que Mars Express, mec. Ah ouais, putain. Le film s'est hissé dans mon top 5 de mes films de l'année, tu vois. Ouais. Et j'en ai vu une petite cinquantaine. Hmm. Fred? Moi, c'était Conan, je pense, de Mandico. J'étais quand même curieux, je voulais aller le voir, mais je me disais, bon, j'ai vu After Blue. J'étais tout de même surpris par le style de ce cinéaste que je connaissais pas, mais j'étais un peu en mode, bon, c'est un peu du caca, quoi. Et je vais voir Conan, et je suis surpris. Le film est incroyable, c'est du Mandico, mais qui veut dire quelque chose pour une fois. Donc voilà, Conan. Très bien. Et Julien? J'aurais pu dire Mars Express, mais moi, Mars Express, je savais que ça allait être bien. Donc, c'est pas une surprise. J'ai vu le trailer, j'ai vu les avis, je savais quand je suis rentré en salle que j'avais passé un bon moment et j'ai passé un bon moment. Du coup, le film que j'ai choisi, c'est Marcel le Coquillage. Oh oui, Parce que oui. ce film-là, je n'y attendais rien. C'est Fred qui a dit venez, on va voir Marcel le Coquillage. Et on est allé voir Marcel le On est Coquillage. allé voir Marcel Au 3 Luxembourg. Oui. le prémisse de DCP vient de ce film. Mais Voilà, oui. qui Oui, est le putain, pilote oui. de DCP d'ailleurs. Et c'était une très bonne surprise, un très bon moment. Voilà, Oui. un film d'animation qui est pas même pas tant pour les enfants que ça. Je trouve Non. qu'il trouve très bien sa place dans un public adulte. Et c'est très intéressant sur tout ce qui est macro environnement. Et Sur oui. comment on prend un objet et on le transforme petit à petit. Comment un pot devient une maison, etc. C'est très agréable à voir, oui. Oui, même si je le trouvais un peu long sur la fin. Ensuite, messieurs, et là, on ne va pas décerner un prix à un meilleur film ou un pire film, puisqu'on va décerner un prix qu'on n'a pas vu. Quel est le film que vous auriez voulu voir le plus cette année, mais ça n'a pas eu lieu? Moi, c'est Godzilla Minus One. Je voulais pas le voir, je m'en battais les couilles. Et il a commencé à y avoir énormément de bonnes critiques du film, un box-office au Japon massif, sauf que le film ne passait que 2 jours, que dans les cinémas Pathé Gaumont, en 4DX ou truc IMAX, où ça coûte 20 balles. Or, nous sommes des gens qui avons la carte UGC, donc on est allé se faire... Il a pas osé, Non, j'ai pas osé. Attends, rappelle-moi la catégorie, c'est bien un film qu'on aurait voulu voir, mais on a raté l'occasion. Oui. Ok. Alors moi, c'était pas un long métrage, c'était un court métrage qui est disponible sur Mubi. C'est Strange Way of Life, avec Pedro Pascal, Ethan Mais Hawke, oui, Il c'est est sorti Pedro en salle, Almodovar. et pas de de- Pedro ouais, c'est Almodovar, voilà. Et j'ai toujours pas vu le film, et on m'en dit que du bien, western queer, je crois. Et ça a l'air trop bien, et ouais, j'ai raté l'occasion. Il était sorti en salle, mais maintenant il Et est voilà, dispo et en sur plus, voilà, Mubi, ouais. j'ai dit ça parce qu'il était sorti en salle. Je crois qu'il y avait Ouais, une parce que projo, mais. c'est un moyen métrage, c'est ça? Ah, même pas, je crois que C'est c'est 35 minutes. Ouais, hein. ouais, Ouais, c'est c'est 35 ça. minutes. J'appelle ça un moyen métrage. Voilà, ça aurait été cool de le voir en salle et je l'ai raté. Ok.
Jérém? Moi, c'est l'enlèvement de. Oui. J'ai oublié le nom du réel, mince, mais c'est pas grave. Vraiment, je l'ai vu plusieurs fois et je me suis dit, je pourrais y aller à cette séance, mais au final, j'y suis pas allé. Enlèvement Bellocchio. De Bellocchio, voilà. Je crois qu'il y a encore, mais je sais pas. Oui, il est encore dans des salles. Oh, ça, Ça se tente. ça se tente. Tu peux mais- tenter dans les SIP. Ouais. Julien? Hésitation. Oui. Je verrai toujours au visage. Mais je sais que je peux le voir, il est disponible, il faut juste que je le regarde. Mais sinon, Limbo aussi. Oui. C'est vrai que ce je film l'ai a vu. fait beaucoup parler de lui. Il est pas resté longtemps en salle du tout. Hein. Ouais, je crois que je l'ai vu, il est- genre fin de première semaine d'exploitation. Et je il crois. était pas dans beaucoup de salles surtout. Ouais, c'est ça, fallait aller voir Wall, tout ça. Ouais. Et c'est pas resté énormément, je crois. Donc, ouais, Mais peut-être Limbo. Après, moi, les retours que j'ai eus, ça me refroidissait un peu parce que ça avait l'air d'être le film très épuré visuellement, mais absolument bateau en matière d'intrigue. C'est ce que j'ai entendu dire. Bien résumé. Non, vraiment. D'accord. C'est ce que je pense du film. Très bien. Ensuite, messieurs, un succès public et critique que vous ne comprenez pas. Moi, c'est Barbie. Parce que, alors, entre guillemets, je cerne les raisons du succès, mais je n'adhère pas au film dans le sens où, pour moi, c'est juste un film consumériste ultra nihiliste. C'est littéralement Mattel qui commande un film pour vendre leurs jouets. Ça a très bien marché. Après, est-ce qu'on peut parler d'un succès public, mais pas un succès critique, hein. La plupart de la critique là, disent que c'était Barbie, hein, que c'était juste un gros blockbuster et que ça restait un film assez moyen. C'est vrai. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'un gros succès? Parce que Anatomie d'une chute, on peut parler d'un gros succès. T'as pas aimé? Oh. Non, si, en vrai, c'était juste pour faire un peu de provoque. En vrai, je trouve le film bon, mais est-ce qu'il mérite toute la flopée de récompenses qui s'ensuit à l'heure actuelle? Ça, je sais pas. Je dirais peut-être pas jusqu'à là, mais est-ce que le film mérite la palme? Je ne sais pas. Parce que j'ai pas vu, je pense pas que Dodin Bouffant, des retours que tu m'en Non. as fait. Après, il y a le film. Il y a Zone of Interest. Voilà, et ça, c'est ça, tu vois, quand j'aurais vu Zone of Interest, je pourrais juger. Mais non, si je devais vraiment choisir un film que je ne comprends pas, je mettrais encore le Dupontel. Voilà. Mais j'ai pas plus à dire sur ce que j'ai déjà dit sur le Dupontel. Donc, C'est vrai. Jérém? Alors, moi, c'est un film qui est sorti en début d'année. C'était The Whale. Moi aussi. Eh bah. High five. J'ai détesté The Whale. Pareil. Voilà. Et ok, la performance de Brendan Fraser. Il a eu un Oscar, tant mieux pour lui. Bon. Ouais, c'est juste Aronofsky qui prend un sujet qu'il maîtrise pas en fait. Donc, De toute façon, moi, j'ai arrêté de croire en Aronofsky, hein, donc à partir de quand? depuis Noé. Donc ça fait bien 2-3 films quand même. Donc, Ah oui, donc même Mother, t'aimais pas? Mother, j'ai été testé. Hein. Oh, c'était génial, Mother. J'ai pas vu. Ensuite, messieurs, un film que vous avez vu et vous avez noté dans votre agenda, vu et sans tape. J'aime beaucoup le truc vu et sans tape. Je me suis trompé. En fait, t'as mis le plus vu et j'ai pas pris un film que j'ai vu. Mais je suis con, bah non, mais attends. Ah. Mais- En gros, ouais, c'est le film le plus osef, quoi. C'est vraiment, tu l'as vu, tu t'en bats les couilles. Moi, par exemple, 2023. ouais, moi j'ai vu Mystère à Venise, on m'a offert la place, on m'a invité, et je remercie cet ami qui m'y a invité. Mais vraiment, le film, j'en suis ressorti en mode j'en ai rien à foutre. moi, c'est Reality. Reality de Tina Satter. C'est vraiment ce film, je suis rentré dans la salle, je suis ressorti, et je me suis demandé, voilà, c'était donc ça. C'est quand ça commence, quand ça termine. En fait, le problème de Reality, c'est que c'est un film purement destiné à un public américain. C'est-à-dire que ça parle d'une affaire américaine, donc l'affaire de Reality, je sais plus son nom de famille, mais Winter. voilà, de Reality Winter, donc accusé, je crois, c'était d'avoir fait révéler de documents secrets, etc. Donc lanceuse d'alerte. Et en fait, le but, c'est d'humaniser en fait ce personnage et de comprendre pourquoi elle a fait fuiter ça. Sauf que Reality Winter en France, bah on ne connaît pas, Qui on n'est-ce s'en pas fout. Du coup, en fait, c'est un film qui n'a aucun intérêt pour un public francophone, parce que le film n'est pas vraiment là à t'expliquer. C'est pas toute une intrigue politique, un complot. Il n'y a pas de suspense. Le but, c'est juste, on te présente le personnage et on part des enregistrements réels qu'elle a eu avec le FBI. Ouais. Et à partir de là, on reconstruit cette scène-là. Et voilà, on essaye de vraiment d'empathiser avec le personnage et de montrer aussi comment toute l'angoisse qui est ressentie lors de cet entretien. Mais vraiment, c'est même pas envie de dire que c'est un mauvais film, c'est juste un film vu et sans tape. Très bien. J'aurais dit exactement la même chose. J'étais en train de chercher du coup et ouais, effectivement, Reality, même impression. Et pourtant, Sydney Sweeney joue bien dedans. Oui. C'est quand même à noter, hein, mais... D'accord. Et Jérémy? Alors, moi, c'est le film qui s'appelle Inside, ou It Live Inside en VO. Film d'horreur qui a pas fait beaucoup de salles non plus au niveau distribution. C'est un film d'horreur très basique, trop basique, avec juste pour toile de fond du folklore indien. Voilà, je l'ai vu un samedi soir à 22h, j'avais que ça à foutre, et c'était un bon somnifère. Ça ne me dit rien. Et ça ne m'étonne pas. C'est normal parce que vraiment très peu de salles, très peu de communication, enfin voilà. D'accord.
On arrive un peu vers la fin, puisque il me reste 4 catégories, les gars. Je pense que ça va être une catégorie qui va scinder en deux cette table, puisque le meilleur film d'animation, cette année, pour moi, c'est Mars Express, Oui. qui me suit, Fred. Ouais, oui. Et pour vous, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Spider-Man C'est Mars aussi. Mais même Express. si ça se joue beaucoup. Et j'ai pas vu Mars Express, peut-être que si j'avais vu Mars Express, je serais dans votre team, C'est mais... génial. Ouais, mais pour moi, tu vois, c'est Spider-Man. Pour moi, c'est sur de la. Si on parle d'univers et tout, c'est Mars Express. Mais Spider-Man, si on parle de l'animation pure, Ah oui, Ah oui, ça, c'est juste. Quand tu vois Spider-Man, en fait, Mm. c'est le même effet que si tu regardes Arcane, la série Arcane. Tu ne peux plus rien voir avec tes yeux. C'est-à-dire que tu as atteint tellement la beauté visuelle possible en termes d'animation que tout te paraît fade. Et c'est vrai que c'est mieux la manière dont tu notes ce film d'animation que nous. Nous, c'est vraiment l'univers. Je pense Oui. que Oui, effectivement, un par film d'animation, contre, tu notes à travers la matière d'animation. Si on parle en termes d'univers, oui, là je trouve que Mars Express te propose quelque chose de beaucoup plus intéressant que Spider-Man Across the Spider-Verse, mais je trouve que l'animation est tellement somptueuse, les jeux de... Enfin, juste par exemple, quand tu passes dans le monde de Gwen, quand tu passes dans cet univers un peu... je crois que c'était un peu aquarelle, c'est ça. Ouais. Ces changements d'univers, ces changements graphiques sur les univers, je trouve ça magnifique. Ah oui. Moi, c'est vrai que The Spider-Verse 2, je ne peux le juger que quand j'aurai vu la troisième partie, parce que je trouve que c'est un film qui Inachevé. inachevé. Donc tout le monde l'a sorti du film en disant que c'est un chef-d'œuvre, que c'est incroyable, que c'est le meilleur film d'animation, voire le meilleur film de l'année. Moi j'ai bien aimé, j'ai kiffé le moment, mais en même temps, genre je n'ai moins kiffé que le premier, que je trouvais un peu... C'était un tout global plus digeste déjà. Je trouve que le 2h20, c'est un peu indigeste sur la fin. Mais c'est mon ressenti, et j'ai très hâte de voir la suite, ceci dit. Jérémy, t'as un truc à rajouter? Non, je suis dans le même avis que Julien. J'étais le voir 2 fois au ciné, j'ai hésité à le voir une 3e, enfin voilà quoi. Pour te dire à quel point j'ai adoré mon moment devant Across the Spider-Verse. Très bien. On se projette un peu pour l'année qui approche, messieurs, puisque je vais vous demander quelle est votre plus grosse attente de 2024 à l'heure actuelle, parce que forcément, il y a des films qui vont s'annoncer au fil de l'an, on n'a pas une vue globale sur tout ce qui sera le paysage cinématographique de 2024, mais déjà de ce qu'on sait qui va sortir, qu'est-ce qui vous fait le plus bander? Moi, je bande à fond avec Nosferatu. Non, mais c'est vrai. Nosferatu Oui. de Robert Eggers. Il y a une nouvelle image en plus. Alors justement, j'allais en parler, j'ai regardé ça en venant dans le métro, et en fait ça m'a fait débander cette image. Continue. Excusez-moi. Non mais en fait moi j'étais beaucoup resté focalisé sur The Lighthouse, donc le 4 tiers en noir et blanc, et je pensais que Nosferatu ça allait de ça. Je pensais qu'il allait refaire un film en noir et blanc 4 tiers à une sorte de Nosferatu quoi. Et c'est qu'en voyant l'image de Willem Dafoe en couleur, alors ça me donne toujours autant envie, mais je suis un peu déçu, je voulais voir un film en noir et blanc Où devant sont les bandes noires? Voilà, où sont les bandes noires? Oui, le noir et blanc. Donc ça... Sans bandes noires. Mais bref, non, j'ai trop hâte. Le casting a été changé, je crois. Parce qu'à l'époque, c'était qui déjà? Là, c'est toujours Bill Skarsgård, je vais pas dire de la merde, c'est ça. Hein. Il Ouais, devait avoir qui joue le Anya, Taylor-Joy. Voilà, il devait y avoir Anna Taylor-Joy, et maintenant c'est Lily Rose Depp. Aïe. Du coup, ça fait peur, mais bon, Robert Eggers, je lui fais confiance, on Ouais. verra bien. J'avais envie de dire, sans bandes noires, ça ne bande pas. Non. Oh, t'es tout seul là-dessus. Jérémy, qu'est-ce qui te fait plus donner envie? Alors, moi, c'est le retour Du roi. d'un de mes réalisateurs préférés. Moi, c'est la double dose de Shyamalan qu'on va voir l'année prochaine. Ah, il y a 2 films. Non, parce qu'il y a le père qui sort Trap et sa fille qui va sortir son tout premier film qui va s'appeler The Watchers. Et donc, si sa fille fait des films aussi bons que son père, voilà, ça va être trop bien. Est-ce qu'elle va pas faire des films en décalage avec son père, justement? Je sais pas, mais même s'ils sont en décalage, mais qu'ils sont tout aussi bons, moi ça me va. Faudrait voir ce que le fils de Quaron a fait dans sa carrière. En comparaison de son... Jonas Quaron, c'est ça? Ouais. Non. Je pensais à une thématique pour la prochaine carte blanche, les enfants de grands réalisateurs qui sont des réalisateurs aussi. Ouais. Le fils de Cronenberg, Oui. Ouais, non, mais j'en ai plein en tête. Sofia Coppola, par exemple. Sofia Coppola. Julien. Moi, c'est Pauvre créature de Yorgos Ah Lanthimos, oui. avec Oui. Emma Stone. Ok. Voilà. J'ai vu récemment quelques films. Sacred. T'avais vu La Favorite? C'est incroyable. Et Canine aussi dans ses Je dois le premiers voir films, celui-là, justement. dans Toujours pas ses premiers films grecs. C'est Mm. très bien. Et ben moi, ma plus grosse attente, elle a lieu en décembre. Dans Il longtemps. va le dire. Oh non. Oh non, non. Non. Sonic 3. Non, Avatar 3. Non, Sonic 3 c'est en face, alors... Ouais, mais Sonic 3 va vite changer de date parce que Avatar 3 va le manger. Sauf si Avatar 3 a besoin de plus de temps pour Et se calé. faire. Mais bon, c'est James Cameron étant le génie qu'il est, je suis désolé les gars, genre, il faut voir les choses en face. En matière d'influence cinématographique, James Cameron est un des hommes qui a dessiné ce qu'est l'ancien cinéma classique avec Titanic, ce qu'est le cinéma des années 2010 avec Avatar. C'est, à mon sens, le plus grand réalisateur de tous les temps, mais après, je suis un gamin qui a été biberonné à Terminator et à Avatar.
Mais Avatar 3, ça va être merveilleux autant que Avatar 2 et autant qu'Avatar premier du nom. Je maintiendrai tous les jours que Avatar premier du nom est un immense chef-d'œuvre. Catégorie suivante, s'il vous plaît. Oui. Désolé, je parlais un peu trop longtemps. On arrive vers les 2 dernières catégories et Ah oui. tout naturellement, nous avons le pire film de l'année, le plus gros caca. Caca. Voilà. C'est comme ça que tu nous l'as vendu, ta Ouais. catégorie. hein. C'est vrai qu'ils ont pas compris de base. J'ai écrit juste plus gros caca. C'est quoi caca? T'es fatigué. Oh la fatigue. Ouais. Il est fatigué. Bon, Fred, c'est quoi le film Mon que plus t'as- gros caca et aussi une grosse déception finalement, c'était Acide. Acide avec Guillaume Canet. J'avais adoré La Nuée, j'étais super content, très enthousiaste de voir le film. Et le film en fait se vautre complètement. Au début, tu te dis ah c'est sympa, des hors-champs, le truc de la pluie, c'est un concept assez intéressant. Mais ça ne va nulle part, les acteurs sont mauvais, c'est nul. Oui, C'est un caca mec. d'accord. Jérémy. Alors je partage, mais pour moi c'est pas le pire film de l'année. Pour moi le pire film de l'année, il était pas sorti au cinéma parce que c'est After 5. On l'a vu ensemble. Voilà, voilà que Pas dur à- je redis que After 5 est pour moi le pire film que j'ai vu de ma vie. Mais bon, moi ça fait 5 ans que le pire film de l'année que je vois, à chaque fois c'est After, tu vois. Donc, à un moment donné, j'arrête d'en Ouais, parler. certes, mais After 5 pour moi est le pire film que j'ai vu de ma vie. Mais si on se concentre uniquement sur le cinéma, bah ça va être L'Exorciste Dévotion pour moi le pire film Ah de oui. l'année. Je suis d'accord. L'exorciste dévotion pour moi aussi. D'accord. Bah moi c'est The Flash. Voilà, je maintiens que l'envie de se suicider était prégnante, que Nicolas Cage en CGI, bah, en fait non. Ils vont faire un film en plus. Ah ouais. J'ai cru voir un truc passer de Tim Bah, il Burton. faut mais- arrêter. Le pire, moi, c'est que j'aime beaucoup ce que fait Andrés Muschietti, le réalisateur, parce que c'est Hit, enfin Oui. le clown, j'avais adoré. Moi, tu vois. j'adorais, hein, ouais, ouais. Et Partie The Partie Flash, deux. ce Flash, c'est un film qui s'est battu vent et marée pour exister, mais qui n'aurait jamais dû exister en fait. Oh. Parce que c'est horrible ce que je dis, hein, mais il y avait tout qui disait ne le faites pas, ne le faites pas. Ils l'ont fait, c'est incompréhensible. Un des films les plus ratés que j'ai vu de ma vie. Excusez-moi. Mais peut-être, je pense qu'il y a aussi une déception parce que c'est ton réalisateur. Ouais, moi c'est vrai que que James j'y suis réalisateur. allé pour Muschietti. Je lis pas les comics de The Flash, mais même en matière de films de super-héros, c'est juste Mm. insupportable à suivre en fait. Et c'est moche. Oh, c'est moche. Et le meilleur film de l'année, messieurs, le meilleur film sorti en 2023 dans les salles françaises. Ta 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 Babylone. Oui. Voilà. Voilà. Voilà, Fin du j'hésitais débat. avec Spider-Verse, mais pour moi Babylone aussi. Hein. After Sun. Oui. Ça se défend. Oui, c'est- Voilà. After Sun, les gars. Je pense pas qu'on ait besoin de développer un peu sur Babylone. Par contre, After Sun, peut-être que ça mérite un peu quelques mots, parce qu'on l'a évoqué sans jamais vraiment développer ce qu'est After Sun, mais c'est quand même merveilleux. Bah, c'est ça qui est assez fou avec ce film, c'est que c'est un film, j'arriverais même pas à te le développer tellement c'est vraiment du pur cinéma, de la pure image. Il se passe pas grand chose dans After Sun finalement. Mais t'en ressors où. Ouais, Est-ce que c'est un peu comme Perfect Day, il se passe pas grand chose et pourtant il se passe des milliers de choses. Ouais. Oui. Et Bah- c'est une image qui parle pas mais qui crie mais. Tu l'as vu toi, Julien, ou pas? Oui. Ouais, parce que c'est quand même un film sur les dernières vacances entre un père et une fille. Le fait que ce soit les dernières vacances n'est jamais explicité, mais tu le comprends tout le temps. Tu Oui. vois. Et Et rien n'est ça- explicité et tout est Ça compréhensible. plane systématiquement et il y a une sorte de terreur de la fin imminente des vacances tout en étant un instant d'insouciance. Mm. Voilà. Moi, cette fin avec la reprise de Under Pressure, putain, mais Ouais. clac. Moi c'est vraiment la musique du film là avec c'est des violons, je sais plus. Je ne Mais sais qui, plus. qui habite beaucoup le film et qui est génial. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mm. Eh bien, messieurs, nous avons conclu. À 3 contre 1, nous avons conclu que Babylone est le meilleur film de l'année. N'en déplaise aux critiques N'est-ce pas? qui ont préféré le Spielberg à Babylone, alors C'est vrai, qu'ils c'est- reprochent, c'est- alors qu'ils reprochent tout ce qu'ils reprochent à Babylone, ils en tiennent pas compte pour le Spielberg. Voilà, je tenais à le dire. C'est vrai. C'est vrai que c'est étonnant parce que le Spielberg qui a 4.9 sur 5 en presse sur Allociné, c'est un truc qui est quasiment impossible à faire. Non, parce que Spielberg, c'est du génie, c'est la vraie lettre d'amour au cinéma, c'est le travail du montage, le travail dans la folie. Par contre, Babylone, c'est le film gras, c'est le film facile. C'est le film où il y a un éléphant qui chie sur un mec, Certes. Et c'est suivi d'un mec qui se fait pisser sur la gueule par une prostituée. Mais c'est trop bien! Oui, c'est ça, c'est Babylone, c'est vraiment vendu comme ce film facile, ce film un peu gratuit. C'est oh, j'aime le cinéma, on monte du cinéma partout, on fait des références partout. Mais c'est bien plus que ça. C'est cela. Je m'en veux un peu qu'on n'ait pas cité Fabelmans parce que je C'est l'avais- un bon film. Hein. je l'avais oublié. oui, c'est un mais- bon film, faut Voilà. le. Mais tu l'as oublié. Enfin, on a beau dire que la presse il se branle dessus, mais je trouve que c'est un beau film. C'est un beau film. C'est un bon et beau film, The Fabelmans. hein. C'est pas le meilleur du Spielberg, mais c'est un très bon Spielberg. Et nous concluons ainsi les DCP Awards, qui a été une bonne tranche quand même de Première notre émission. édition. Ouais. Mm.
Et on espère que ça vous a plu. Nous, on s'est bien marré avec nos catégories un peu foireuses. Et on va faire un récap de nos films de 2023, puisque Jérém est un homme qui aime Excel. Nous y voici donc à la deuxième partie de cette émission pour ma chronique. Nos chiffres de 2023. Alors qu'est-ce que ça implique, nos chiffres, pour vous, auditeurs de DCP? Alors tout au long de l'année, nous regardons des films et nous mettons tout ça dans un magnifique tableur Excel. Et ça permet à la fin de l'année de savoir tout plein de choses sur notre consommation de films. Genre combien de films vus, de quel réalisateur, quelle réalisatrice, etc. De quelle nationalité, enfin voilà, plein de choses. Et donc, afin que les chroniqueurs découvrent un peu leurs chiffres, parce que je sais pas si vous y êtes intéressé, car certes, ils rentrent leurs données, mais c'est moi qui me tape tout le processus de statistique, mais je m'en fous, j'aime bien ça. Enfin, pour pas vous monologuer la gueule pendant 10 minutes comme tout à l'heure. J'ai décidé de faire ça de manière un peu ludique, en jouant avec vos chiffres de 2023. Oh. Donc la réponse, c'est pas compliqué, soit c'est une question d'estimation, soit c'est une question à choix multiple où la réponse c'est Fred, Julien, Owen ou Jérémy. C'est génial, trop bien, trop hâte. Voilà. C'était mon idée. Ah, c'est trop bien. C'est vrai que de base j'hésitais à la faire et quand C'est il m'a trop balancé bien, vous avez l'idée bien de faire ça en jeu, j'ai fait allez Je vas-y kiffe. banco. On va aller vite là, je veux savoir. Et donc pareil que pour les chiffres globaux de 2023, ils sont arrêtés au dimanche 17 décembre, messieurs. Alors première question, qui a vu le plus de films cette année? Jérémy. Jérémy. Ah, entre nous quatre? Bah, Jérémy. Totalement, c'est moi-même avec 198 films vus, équivalent à 399 heures de visionnage. Il gratte le plafond des 200. Alors suit ensuite Fred avec 156 films. Alors, j'aimerais dire que dans ces films, je pense qu'il y a au moins 15-20 courts-métrages. J'ai fait des festivals, bon. J'ai vu ça, mais après coup, je me suis dit, bon, je considère que tu as mis ça dans les films. C'est cool, alors. Voilà. Équivalent à 276 heures de visionnage. Ensuite vient Owen, avec 132 films, équivalent à 249 heures de visionnage. Et enfin, Julien, avec 126 films, équivalent à 226 heures de visionnage. alors, Julien, Combien de films petite compétition tous les deux? Tu veux qu'on sorte le tableau de l'année dernière? Ça y est, ça. Combien de Julien, 126. 126. Ok. Et donc au total, cela fait 612 films référencés pour nous quatre. Et au niveau des heures de visionnage, on est à 1150 heures. On n'est pas loin de 48 jours de films visionnés à tous les quatre, soit l'équivalent de quasiment 13% de l'année complète. Le chômage. Alors non, pas du tout. Alors je tiens à dire que bah, franchement en vrai on était tous accaparés par du travail à chaque fois, donc Oui, franchement on s'est quand même bien c'est- débrouillé tous franchement je ensemble, pense qu'on ouais. s'est bien débrouillé. Hein. Ouais, parce que 2022, on avait l'excuse des études encore. Enfin, pour moi et Fred. Alors, question estimation première. Selon vous, combien de films différents ont été vus par nous quatre? Parce que là, j'ai dit 612, mais il y a des films qu'on a vus tous les quatre Commun. en commun. Donc, notamment pour DCP. Hein, mais si tous les films étaient comptés de manière unique, combien de films avons-nous vus tous les quatre Au total. au total? Attends, j'ai perdu. T'as pas dit le Ouais, total là, j'ai Dave compris. Non, le total c'est 612 pour nous quatre. Ouais. Mais si on compte les films qu'une seule fois, parce qu'il y a des films qu'on a vus Ah. que parfois on a vu tous les quatre, Ah, où il y a ok. deux personnes. En gros, Si en gros tu comptais que une fois tous les films qui ont été cités dans le tableur, à combien on est? je pense qu'on n'est pas plus. J'enlèverais 200, peut-être 100. 475, je dirais. Ok. 300. Moi, je dirais 500, vraiment 501, 502, vraiment le début, genre 500. Et bah c'est Owen le plus proche. 457. Et ouais. Putain, donc on a vraiment vu 100. Non mais regarde, on a quand même des gimmicks de consommation assez particuliers. Enfin particuliers non, mais assez distincts. C'est-à-dire que Jérémy aime beaucoup le cinéma d'exploitation à gros budget, mais on va dire indien, américain, de tout horizon. Toi, t'es très film d'horreur, auteur, et t'as vu beaucoup de films italiens quand même, tu vois. Julien et moi-même, je saurais pas décrire Moi, j'aime bien les vieux films. nos habitudes, mais voilà. Ah, oui. On a des habitudes assez distinctes qui permettent d'élargir le panel. Deuxième question, alors pas d'estimation cette fois-ci, mais on retourne à choix multiple. Qui a vu le plus de films d'un même réalisateur? Je pense que c'est toi, Jérém, parce que t'as vu tellement Ouais. de films qu'il y a plus de Ouais, choses ouais. que ce soit toi. Alors, Jérém. Potentiellement oui. Lars von Trier, peut-être, tu t'es retapé tout et. Alors non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps Ah. de tout me retaper Lars von Trier. Mais c'est pas. Je vais vous dire, alors aussi, c'est hein. possible qu'il y ait plusieurs réponses possibles. Je réfléchis. Ah, je dirais Jérémy, c'est sûr. Avec. Est-ce qu'Owen il est. T'aimais bien. Alors, je t'aimes tiens à bien, dire, si, oui. Owen il aime bien se faire des délires genre rétrospectives et tout, non? Ouais, mais je pense pas fait En cette musique. année. Mais en cinéma, je sais pas. je tiens à dire que oui, je suis dedans, mais je suis pas le seul. J'arrive pas du tout à cerner. Bon, je vais vous couper tout de suite, c'est tout le monde. Ah. C'est tout le monde. On a tous un même chiffre. On est tous au maximum à 4 films vus d'un même réalisateur cette année. Oh, Je me souviens l'année dernière, on tapait dans les 8 ou 9. Hein. Oui, Je toi, me toi, t'avais Gore Verbinski l'année dernière. C'est vrai que j'avais mon On va, mémoire de on va Gore attendre de Verbinski. savoir les réalisateurs du coup. Alors, Fred, 4 films de Wim Wenders.
Hey. Julien, 4 films de Martin Scorsese. Étonnant. Hey. Étonnant. Owen, 4 films de Martin Scorsese, mais également de Michael Bay. Oh Ah oui, c'est vrai, je me suis fait transformer en Voilà. Et pour moi-même, 4 films de Lars von Trier, mais aussi Chad Stahelski, parce que je me suis refait tous les John Wick avant le 4. Ok. Au niveau des années de sortie, vous pensez que qui voit les films les plus récents? C'est-à-dire qui a sa moyenne d'années de sortie de film la plus proche de 2023? toi. Moi, Toi, je dirais Jérémy. peut-être moi. Je pense. Jérém ou Fred? Jérémy, c'est le Je gars regarde qui pas va. beaucoup de films. Jérémy, c'est le gars qui va le plus souvent au cinéma et en plus, il m'a donné son chiffre de films vus de 2023. Ouais, mais donc, moi, tous les films que je regarde en dehors du cinéma, c'est genre c'est plus de 2010, quoi. 2010, mais voire 2020. Là, on parle de moyenne, hein, on est d'accord. La moyenne, ouais. Ouais. Dis-moi ou Jérém, ouais, mais plus. Moi, je pars sur Jérémy. C'est moi-même, ouais. Oh. Parce qu'on est à 2013 pour moi. Et du coup, question à l'inverse. Qui voit les films les plus anciens? C'est-à-dire qui a sa moyenne d'année de sortie la plus éloignée de 2023? Julien. En effet, c'est bien Julien avec De papy. 2004 en moyenne. C'est bien parce que ça a augmenté. L'année dernière, c'est vrai que t'étais dans les années 1900, je crois. Je crois que j'étais à l'année soit 80 ou 70. Ah ouais, tu t'es bien modernisé. Bah, ça, c'est des CP. Cette année, il est à 2004. Et pour votre information, Fred est à 2011 en moyenne. Ok. Et Owen à 2007. Ok. Ok, ouais, ça qui fait est bien carton, Owen en vrai. 2007, ça Hein fait bien. Mais ça c'était pareil l'année dernière à peu près, je crois. vibe. Ouais. C'est ma moyenne. Ensuite, nouvelle question à choix multiple. Qui a fait le plus de séances cette année? J'ai compté tous les films qui ont été vus comme mis au cinéma, qu'ils soient de cette année ou non, je tiens à préciser. Jérémy. Tu vas beaucoup. Ah ouais. Je le putain, sais. Je sais pas. Je le regarde dans les Tout le yeux monde et. dira, on va se dire Jérémy, ouais. En effet, c'est encore moi, avec 95 séances cette année. Putain, un monstre. Fred est deuxième avec 80 séances. Eh, quand même. Owen est troisième avec 53 séances. Et Julien dernier avec 45 séances quand même. Mais ce qui me fait soulever la question, du coup, c'est Jérémy, pas loin de la moitié des films que tu as vus cette année, tu les as vus en salle. Oui. C'est quand même quelque chose. Pourtant, J'aime aller au cinéma, j'y vais tout seul, mais c'est pas, j'aime bien. Bah ouais, j'adore le cinéma seul. Hein. J'adore me prélasser sur 2 chaises en même temps. Alors, maintenant, on va passer niveau nationalité. Et sur cette question, par contre, on va passer en pourcentage. D'accord. D'accord? Car certains, genre moi, qui ont vu plus de films que vous, donc les chiffres, ça pourrait être un peu biaisé de prendre les chiffres purs. Donc là, on passe en pourcentage. Et donc, selon vous, qui a vu le plus de films qui ne sont ni américains ni français en pourcentage? Julien, je pense. Fred, Ni parce que américain, t'as ni vu français, Beaucoup de films italiens, toi, Oui. cette année. En vrai, pas tant que ça. Tu m'as dit ça tout à l'heure, j'étais en mode t'abuses. Bah, t'es allé à des Ah ouais? festivals, hein, Mais il pour nous moi, ça dira, fait la hein. différence. Hein. Juste, je tiens à préciser, je ne précise ni américain ni français parce que c'est les deux nationalités les plus représentées parmi Oui. nos films. Donc voilà, c'est pour ça. Donc, vous dites, Fred. Fred aussi. Moi, je penserais Julien. eh ben, c'est Fred. Et Oh avec 10,2% des films que tu as vus cette année qui ne sont ni américains ni français. Ok. Mais c'est fou parce que du coup, ça veut dire que nous, c'est encore plus bas comme chiffre. C'est Et déjà faible en vrai. 10%. c'est ce que je me dis. Ouais, 10%, c'est pas assez. On craint. Julien est deuxième, 5,6%. Tu crains, peu, mec. hein, c'est peu, hein. Je suis troisième avec 4%. Oh là là, Et tu c'est crains. Owen le plus bas, Oh non, j'ai peur. 3%. Oh là là. Oh l'américain. Français, Français. aussi. Je regarde beaucoup de films français, mais je réfléchis. Je réfléchis aux films qui ne sont pas de nationalité. Oh putain, pourtant j'ai fait des efforts. Putain, c'est chaud. T'as quand même. essayé, t'as En vrai, essayé. c'est un peu honteux. Même moi, genre 10, c'est pas non plus. Ouais. Alors, toujours sur les nationalités, qui a selon vous le nombre de nationalités de films différentes le plus haut? En d'autres termes, qui a vu le plus de films venant de pays différents? J'ai envie de me tenter moi-même. Pourtant, j'ai essayé de faire en sorte que je sois moi. Bah, je vais te tenter aussi toi-même, toi. Tente-moi. Moi, moi-même, je vais suivre le moi-même de Fred en disant toi-même. Je suis désolé, c'est encore moi, les gars. Oh 19 nationalités pour moi-même. Putain. Owen et Fred à égalité avec 17 et Julien est à 15. Ah ça là là, joue, ouais, ça tu joue, vois. ça Bon, joue. en vrai, on est bien. Ouais, on est à 4, 4 nationalités de différence. Est-ce que toi, dans tes pays, il y a des pays vraiment pas du tout connus Alors, cette année... Alors, Inde, je crois que je suis le seul à avoir maté des films indiens cette année. Oui. Je crois qu'il y a le Danemark, même si vous, je pense aussi, un peu. Qu'est-ce que j'ai pu Le film mater nordique, moi, je m'en suis fait de temps en temps. Ouais, peut-être c'est un film islandais aussi. Bah, on a eu peut-être. tout On ça, s'est et- fait La Cité de Dieu, qui est brésilien. Hmm. Mais je Moi, me j'ai eu souviens... beaucoup de films iraniens, moi, j'ai regardé. Oui, mais je me souviens que l'année dernière, quand on était encore étudiant, Fred l'est encore, mais quand j'étais étudiant, qu'on avait des cours justement sur des pays, sur des cinémas des pays en dehors un peu mondiaux. C'était génial, ça nous avait beaucoup aidé, ça. Oui. Ouais, à beaucoup nous ouvrir. Oui. Bon, maintenant, on voit qu'on est toujours pas assez ouvert, mais. Non. Mais voilà. On a Peut-être que sur ça, tu serais à 1,1%. peut-être... Et donc, dernière question, une question estimation.
Combien de fois a été cité Martin Scorsese dans notre Excel pour nous 4, en sachant que c'est le réalisateur le plus vu Ah, Julien, il cette va tout année prendre. dans les films vus? Julien l'a vu 4 fois. Ouais. Moi, j'ai dû le voir 3 fois. Moi, je crois que je l'ai vu 2 fois, crois 3 qu'il a dit. fois. Non mais combien de cités? Donc ça veut dire que cumule. en gros on cumule, par exemple, je Oui, prends non, un truc que j'entends tout le bien. monde sait, Killers of the J'entends Flower bien. Moon, on l'a tous vu, donc ça compte 4. Moi, je dirais 12. Moi, je dirais 17. 16. Julien le plus proche c'est 15. En Ah tout bah cas oui. moi c'est les... Parce que en même temps, vous savez pas écrire Martin Scorsese, je l'ai retrouvé sur je sais pas j'ai retrouvé en je sais pas combien d'orthographes, donc Ah, ouais, peut-être qu'on a vu plus de films de Martin On sait Scorsese. pas écrire Scorsese et on sait même pas prononcer son nom parce que c'est Scorsese. Scorsese. voilà. C'est- Donc je fais avec les données que j'avais, si vous savez pas écrire le nom de Martin Scorsese, c'est pas de mon problème. Hein. Salut. Et donc voilà, vous avez eu un petit échantillon de nos chiffres de cette année. Et C'est c'est génial. chouette parce que ça vous permet à vous, auditeurs, de savoir un peu plus nos consommations et vous voyez que nous sommes absolument pas originaux. Ah oui, totalement. Français, américain, voilà. Film récent. En même temps, on n'est pas Ouais. obligé hein, si on parle des actualités. Ok, très bien, messieurs. Eh bien, moi, j'arrive à mon deuxième jeu qui est mon préféré. Puisque, en fait, vous savez, la critique de films sur Internet, ça se fait beaucoup. Et il y a des gens qui ont plein de bonnes idées et plein de bonnes critiques à faire sur les films. Et du coup, je suis allé chercher du côté des rageux. Oh, c'est génial. On va devoir deviner les films à partir de critiques. Oui. Est-ce que t'as Ah. fait l'inverse, t'as pris des films ultra élogieux sur des films qu'on a détestés ou pas? Non, j'ai pris que Ah, des films ok. de merde. Parce que c'est les plus drôles. Ok. Très bien, Ça va messieurs. être dur pour moi, j'aurais que des bons films. Je rigole. On va voir. Le premier, alors juste, la personne donne le nom du réalisateur dans sa critique, alors je vais juste dire le réalisateur. Comme d'habitude dans sa vie, le réalisateur a regardé les autres et s'est dit, ça c'est facile, je vais faire pareil. Mais le réalisateur, il s'est dit, ce qu'il faut, c'est du queer, car il sait humer l'air du temps. Mais on devine que la communauté LGBT ne va pas le remercier de cette attention parce que bon, faut pas déconner. C'est un film qu'on n'a pas du tout évoqué. Et qu'on a vu tous. Non, on l'a pas vu, on n'a pas voulu le voir et personne n'a vu ce film. Pourtant, le film a fait parler de lui parce qu'il y a eu beaucoup d'affiches, il y a eu du forcing. Rodéo Mais c'est pas. Non. Un réalisateur très connu. Toi qui as Qui a voulu faire du queer juste pour faire du queer. Oui. Un réalisateur connu qui a voulu faire du queer pour faire du queer. C'est sorti au ciné, hein, on est d'accord. Ah oui, oui, oui. Oh là là. En fait, si j'allais chercher dans les autres critiques, ça devenait évident. Mais C'est un film. c'est un film français sur un... Oui, et d'ailleurs c'est le plus gros échec de ces réalisateurs qui a beaucoup écumé les échecs dernièrement. Hein. Il ne fait que des échecs. À chaque fois il veut revenir, à chaque fois c'est un échec. Alors il arnaque des jeunes élèves. Luc Oh Besson. putain, mais oui. Mais oui, c'est Dogman. On avait quasiment oublié l'existence de ce film. Ah, Mais oui. Dogman, il y a un message un peu qu'il a voulu faire passer pour être queer. Ah bah dans la et- bande-annonce, ça se sent en vrai. hein. C'est un film J'ai sur même la pas queer. vu. Ok. Bon, bah génial, super, Luc Besson. J'ai deux critiques pour ce film. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Ok. Quand Canet lui crie de fermer sa gueule. Acide. Ferme ta gueule. C'est vraiment scène. comme ça. Cette scène, elle est incroyable. Et c'est la seule scène où j'étais heureux dans ce film, genre. Parce que vraiment, tu sens. Oh, il a pas joué. Il Tu était le vrai. sens Il qu'il était vous- vrai. Il a dit, Il ferme venait ta du gueule. Il venait du cœur celui-là. Oh, c'est génial. Ensuite, ensuite, les gars, la critique suivante. Ça ferait passer la moustache de Superman pour quelque chose de beau. The Flash. Oui. Moi, je pensais En que ça- référence à La moustache d'Henry Cavill. Voilà, Ah oui. la moustache Ah, d'Henry en Cavill qui a Justice été... League. Ouais, dans Justice League qui a été effacée. Excusez-moi. Je lis les critiques, ça me fait rire. Ce film m'a aidé à me réconcilier avec ma mère. Un film que vous avez donné Non. Attends, Ouais, un c'est film de sorti. merde qui aurait pu le réconcilier avec sa mère. J'ai peur. Je le donne pas tout de suite parce que c'est évident en fait. Mais un film sur la maman. Boys the Fred. Oui, Ah bon Oh merde. parce que l'autre critique, c'est le film m'a perdu avec le papa testicule. C'est ça. Là, c'était évident. Ensuite, très longue la dernière vidéo de McFly et Carlito. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Pas Mission Cléopâtre du coup, merde, l'Empire du Milieu. Tu vois, c'est un réflexe de dire Mission Cléopâtre. Les deux critiques, c'était j'ai rigolé quand les lumières se sont rallumées et Zlatan joue mieux que l'actrice principale, ça en dit long. Oh. Oh là là. Ensuite, film suivant. Le démon est identique à Anakin Skywalker. Exorciste. Non. Il utilise la force et veut tuer des enfants innocents. Comment James Wan a pu me convaincre de voir 3 films de ce même gars? La nonne Oui. Mais c'est... Attends, il y en a eu que 2, non Non, parce que le réalisateur a aussi fait... Ah, Dame la Blanche. malédiction de la Dame Blanche, oui. Voilà. Ouais. Alors, où la preuve que les comédies françaises déraillent de plus en plus? Qu'est-ce qu'on a fait Non. Non, c'est un truc avec un train du coup, attends. Oui. Euh, Et l'autre critique, c'est Bullet Train. Putain.
Attends, il y a eu un film Ah, français c'est avec pas un train. je vois c'est quel film, j'ai plus Ah, le film du réalisateur de Dick Connect, là. Oui, Putain, il s'appelait comment? Veuillez nous excuser pour un gêne occasionné. c'est ça, avec Artus, Voilà, c'est ça. par Olivier Van Oorstadt. Ensuite, Ah, ma culture en film de merde, elle est énorme, là. alors, Mm. j'ai une critique américaine et une critique française pour ce film. Je commence par la critique américaine. Les Français adorent Very Bad Trip, mais détestent leur version française juste parce que c'est français. L'autre critique, qui est un peu plus explicite, j'avoue, mon talon d'Achille dans l'humour, c'est Vincent Desagna dans son vomi, à tous les coups ça marche. Attends, c'est pas le film sorti sur Prime Video, là? Vas-y. Attends, ça s'appelait comment? Le film de Michael Youn, j'ai oublié. Oui. C'est un truc qui se passe à la montagne. C'est en 3 lettres. BDE. Oui. C'est un film là on n'a pas vu, on s'en est battu les couilles, je m'en suis battu les couilles. Jurassic Naze. Jurassic World 3? Non. Non. Ah, mais non, il est sorti l'année dernière. Jurassic Naze, donc un truc des dinosaures, le Regnani. Non, mais non. Non. Et c'est fou parce qu'il y a un film de dinosaures quand même qui est sorti cette année avec une bonne tête. 65 d'affiche. 60 quoi 65. avec Adam Driver. La Terre d'avant. Mais oui, j'ai cru voir cette affiche, elle est passée inaperçue ce truc. Ah ouais. Voilà. Pourtant ça a coûté cher hein, ce film Ouais, apparemment. Non, en vrai, pas tant que ça pour un film. Ah bon ouais. D'accord. Je suis déjà à ma dernière critique les gars. Oh, mince. Je n'arrive pas à comprendre le choix de caster un ours pour cette biographie de Pierre Palmade. Ah, c'est le film, c'est Beer, non? C'est le film avec l'ours et la Cocaine cocaïne. Beer. Cocaine Beer. C'est ça. Oh, les Elle est pas mal celle-là. Voilà. Si vous vous reconnaissez dans les critiques, félicitations à vous, vous êtes drôles. Ouais. Très bien, messieurs. Eh ben, c'est la fin des jeux, c'est la fin, pas de l'émission, parce qu'on a une dernière chronique, les gars. Qu'est-ce que on fait quand on conclut notre DCP? On dit au revoir. On dit au revoir, oui. Non, je rigole. Mais avant. Carte blanche. Carte Joker, mais oui. Et je dégaine donc ma carte Joker, puisqu'elle est à moi ce soir. À toi. Et oui. Alors, j'aurais pu vous parler de cheveux. Encore une fois. J'ai eu plein d'autres idées. Mais tu m'as soufflé dans l'oreille, Fred, ou Jérém, je ne sais plus, que ce serait sympa de faire quelque chose en rapport quand même avec le bilan d'année. Et du coup, j'ai fait un peu un constat sur mon année 2023, et j'ai remarqué que j'ai mis 0,10 sur 10 à un film cette année. J'ai regardé en 2022, et j'ai mis 0,10 sur 10, pareil pour 2021. En fait, mon dernier 10 sur 10, il remonte à 2020, c'était Play avec Michael Youn et le film de Sam Mendes, 1917. C'était pas mis avec Michael Youn, Play. Michael Youn, pardon. Max Boublil. Max Boublil, oh là là. Tout ça pour dire que même si on a passé une bonne année, je ne considère pas l'année 2023 comme une gigantesque année. Voilà. Et ma question c'est, en fait, c'est quoi une bonne année de cinéma? Et surtout, quelle a été la meilleure année de cinéma? La plus kiffante, celle où il y a eu le plus de bons films, voilà. Qu'on aurait vécu du coup. Bon, pas nécessairement. Rétrospectivement aussi, ça peut se regarder. D'accord. Une année où il y a eu vraiment trop de bons films. Par exemple, moi je commence, alors c'est une 2 années, c'est un combo 90-91. Parce que pour moi, 90-91, c'est quand même le combo Edouard en main d'argent, Les Affranchis, Thelma et Louise, il y a eu Terminator 2, un grand cru quand même. 94, on a quand même parlé aussi de Pulp Fiction, de Forrest Gump, de Jurassic... Attends, Jurassic Park, C'est 93. Ouais. Attends, je sais qu'il y a trop de films en 94 aussi. Non, mais je suis d'accord avec toi, 94. C'était une année de folie. Bonne année aussi. Tout ça pour demander, est-ce qu'il y a une année, mais on pouvait regarder dans les films que vous avez vus. Fred, j'ai regardé, t'es en train de regarder 2001. 2001, c'était la folie quand même, les gars. Ouais. La folie. Il y a eu Chihiro, il y a eu Monstres et compagnie, il y a eu Shrek en cinéma d'animation, mais il y a eu Zoolander. C'est trop bien, Zoolander. C'est hyper dur comme question. C'est vrai que j'essaie de voir des années. J'avoue, vous êtes tous sur vos. Je suis désolé, mais c'est Ouais, vrai mais que, alors là, faut qu'on voit. Là, faut qu'on. tu nous poses une colle, mon ref. Ah ouais, j'avoue, j'aurais. C'est un Joker, mais en même temps, je vous préviens, je vous ai pas prévenu, c'est vrai. C'est vrai. C'est le but du Joker C'est aussi. le but. Mais je me suis posé la question, voilà. Mais je vois qu'il y a aucune année à vous, en tout cas, une sorte de combo d'années, ou sinon, si on veut élargir un peu plus large, quelle a été, on va dire, la meilleure décennie de cinéma, parce que tout le monde me En parle. vrai, je suis en train de regarder 2009, c'était pas mal quand même. 2009, il y avait quoi? Slumdog Millionnaire? Alors, Avatar, Oui. District 9, Là-haut, Ah oui. Slumdog Millionnaire, Inglourious Bastards, Un bon OSS cru. 117.2. Un bon cru. En vrai, pas mal. Hein. 2020, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait eu À l'abordage de Guillaume Braque, il y avait eu Possessor de Brandon Cronenberg, il y avait eu Drunk de Winterberg, et puis des petits trucs que j'aime bien, genre Host, un petit film écran sur Zoom. Mais c'est vrai que c'est hyper. Je suis désolé là, Je vous pose une colle. Ouais, Tu me poses une colle s'il faut que je réfléchisse sur toutes les années, mais par contre là où je peux répondre, j'ai vérifié, mais c'était déjà mon intuition. Si tu me dis vraiment sur ces dernières années, pour moi 2019. Ah oui, j'allais Bah, dire, justement, ouais, je viens sur de les tomber dernières dessus, années. je viens de Ouais. tomber dessus 2019. c'est quand même bon. Déjà, on l'aime ou on l'aime pas, mais il y a eu Joker.
On l'aime, on l'aime pas, Il y a eu voilà. Parasite. Il y a eu Parasite, Parasite. qui est resté en salle pendant plus de... Il a fait presque un La an. moitié de l'année, hein. Oui, mais je pense qu'il est resté en salle même pendant presque un an après. Ah oui, hein. c'était une Il y a eu Les énorme année. Misérables. Il y a eu Les Misérables. Pareil, Midsommar. pareil, Midsommar. pareil, Et Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, mais pareil, tu aimes ou tu aimes pas, il y a eu Avengers Endgame, tu vois, enfin... C'était une grosse année pour le cinéma. Il Et y a eu le Une Chant vie du Loup. cachée de Terrence Malick. Le Chant du Loup aussi, côté Oui, film français, ça, qui avait été un... C'était mon film préféré de l'année, Le Chant du Loup, je me souviens. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Et même côté série, il y a eu Tchernobyl. Il y a eu Irishman aussi. Oui. Mine de rien, c'était une année exceptionnelle. Il y a eu Ouais. 90s, Fred. 90s. N'est-ce pas? Mid-90s. Mais oui, mais oui. Il a fallu le mi devant. Parce que c'est le titre effectivement. original. On a eu Le Dain, on a eu Vice. Ah, Et 2019. c'était un grand cru 2019. Ah, mais 2019, Et grosse, alors, grosse année. 2018. 2019, c'est l'année où je suis allé le plus souvent au cinéma, hein, je me souviens. Je crois C'est que pour vrai, tout le monde, 2019, hein, ça a été énorme, C'était ouais. juste avant le Covid, tu vois, c'était une épiphanie cinématographique, et puis d'un coup, Covid. Ouais. Ouais, je suis d'accord, je Ça dirais. va, vous êtes tous sur votre téléphone là? On est Non, mais désolé. sérieux, les Non, gars? j'arrête. Ouais, 2019. 2019, il y a eu Non, beaucoup de. C'est vrai que j'y ai pensé tout de suite en fait Je à repense 2019, mais aussi je voulais voir un peu Au avant. documentaire Adolescente, qui était génial. Vous l'avez vu J'ai ou pas pas eu l'occasion de le voir. Ah, génial aussi. Voilà. Mais si on essaye d'aller plus loin encore, Plus les gars. loin, mais. Moi, là, par exemple, mais- j'ai envie de dire 67-68. Alors, déjà, 67-68, c'est. Il était Côté une fois dans mu- l'Ouest. Ouais, alors, j'allais dire côté musical, c'est la révolution du rock. Donc, déjà, j'ai envie d'y vivre. Les mais en rock. plus, effectivement. Et alors, en 67, t'as eu Le Bon, la Brute et le Truand, mais en 68, t'avais Il était une fois dans l'Ouest. Il y a eu à cette période-là La Planète des Singes. Il y a eu 2001. Waouh! Ouais, Waouh! c'est trop bien. Non, mais genre, il y a eu Rosemary's Baby, par exemple. C'est ce genre d'année-là où il y a tellement de films qui sont devenus cultes et intemporels quand même Mhm. que, voilà, Et Là, 67-68. là, plus personnellement, on va plus aller sur des années où on était. Bah, on était grandis, vivants, quoi. Ouais, voilà. Bien sûr. C'est vrai que moi, je pense C'est beaucoup à plus 2008. Parce que bon, 2008, qu'est-ce qu'il y a comme The film Dark Knight. Voilà, c'est mon film préféré. Mhm. 2000, il y a Gladiator. Ça, tu 2000. dis. 2002. 2002, Spider-Man. Voilà. 2000, il y avait quand même Gladiator et Le Sixième Sens. Voilà. Sixième sens, c'est en France 2000. Après, c'est C'est vrai 99. que... 2008, t'avais Benjamin Button. Oui. Et 2000, c'est incassable. Il y a eu quoi en 2000? Ah, il y a eu Grand Torino qui était incroyable. Mais Kung Fu Oui. Panda. Il y a eu 35 Roms de Claire Denis. Non, mais enfin, je veux dire, de toute façon, on Il y a eu Twilight. Mais oui. Oh putain, oui, toi. Twilight, putain, il faut en parler, les gars. Non, mais c'est vrai que là, c'est très personnel comme question. Et puis, effectivement, je vous sors des films que j'aime beaucoup. Et genre, Non, mais c'est ça en fait. à partir de ça, je vous dis une seule année. Mais rétrospectivement, voilà, il y a eu des années qui sont quand même vachement plus up Mhm. que d'autres. Et je trouve pas que 2023, en fait, je pense qu'à long terme, Babylone va rester un peu dans les mémoires. Mais Je quand. trouve pas que De- 2023 était un grand cru. Depuis, Non. en fait, depuis 2020, il y a aucune année où je me dis putain, c'est au niveau de 2019. C'est Mais, ça. euh, Alors que les années 2010, bon, après c'était notre adolescence, mais les années 2010, il y a quand même énormément de bons films. ouais. Et ça a été un florilège quand même de futurs classiques. C'est ça. Il y a Ça. des- bah, pour moi, il y a des films qui sont déjà cultes, hein, qui sont sortis dans les années 2010. 2014-2015, Heure, Interstellar et Mad Max Fury Road, on en parle encore et ça va bientôt faire 10 ans que ce film 2016, existe. il y avait eu pas mal de trucs aussi. Il y avait eu Grave. 2016, ouais. Ouais. La La Land, c'était quand 2016, non 2015 2015 aux States, Ah. 2016 en France. Ok. Toujours le Mais- truc. Mais le moi, pour dilemme moi, en tout avec cas, les pour films revenir à sortis. cette année, ouais, un des films qui sont vraiment géniaux, bah, Mars Express. Ouais, mais est-ce qu'ils perdureront, tu vois, dans une sorte de paysage cinématographique? Babylone, Fableman vont perdre. Voilà, c'est ce que j'allais Je dire. suis Mais... même pas sûr pour Fablemans, tu vois. Eh ben, tu vois, même si on n'y pense pas maintenant, je pense que à terme, c'est peut-être celui qui a le plus de chance, tu vois. Ouais. Parce que par exemple, Killers of the Flower Moon, on a beau dire que c'est vraiment excellent, ça reste un film très consensuel, c'est peut-être un mot dur, dans la cinématographie de Martin Scorsese, de la même manière qu'Oppenheimer sera pas le Nolan qu'on retiendra à long terme, contrairement à Interstellar, The Dark Knight ou Inception. Ça, je suis d'accord. Et du coup, il y a eu plein de super films, de super réalisateurs, parce que c'est quand même, il y a pas mal de réalisateurs qui ont fait des films cette année, mais il n'y a jamais eu le mastodonte de son auteur. Je sais pas si vous avez des choses que ça vous inspire un peu ce Joker, je suis désolé de balancer finalement un pavé qui vous laisse un peu pantois. Mais c'est pas grave, parce que le Joker, c'est aussi ta participation à toi. C'est pas forcément un débat en soi. C'est vrai, c'est Ça vrai. peut enchaîner Tu sur veux un parler de débat. toi on veut écouter de toi. Et c'était une question intéressante. Bah, en parlant de moi ce matin, quand quand j'ai pris mes cornflakes, pardon. Tu manges des cornflakes? Après ces étirements. Je devrais faire Oui. des pancakes. C'est cool en hiver. Hmm. À la banane. Oh, Voilà, tu vois, ça part sur un débat. refais-moi des pancakes à la banane, mec. Ok. Excusez-moi, C'est reparti Pardon. sur un débat, tu vois, là. n'est-ce pas? Bref, moi j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire par rapport aux années Graal du cinéma, mais ne vous inquiétez pas, le Joker sur les cheveux arrive d'ici peu. Mais à qui donnes-tu ta carte Joker Euh, Bah, il reste qu'une personne.
Après, il est pas obligé. Hein. Attends, qui reste déjà? C'est Fred qui a eu qu'un seul joker. Ouais, mais Fred, la dernière fois, t'étais pas là. En vrai, punissez-moi à prendre quelqu'un d'autre. Non, tu auras le joker. Ah, Ça te forcera à être présent. Le premier Joker Oui. de l'année. c'est moi le premier joker. C'est peut-être. C'est un signe. C'est un signe, mec. C'est un signe, mec. T'as déjà des idées? C'est un signe, mec. Ouais, t'inquiète, j'ai des idées. Moi, il faut que je fasse ma liste de tous les jokers parce que j'en ai. T'en as plein que t'oublies, ouais. Ouais. Vas-y, cite-en quelques-uns vite comme ça, mais genre très vite, le temps que j'entende pas, genre vas-y vite. Bah non. Le but, c'est que ça te surprenne. Je suis curieux. Bah ouais, non, tu verras le jour où ça tombera. Bah les cheveux du coup. Bah ouais, mais Non, bon. mais ça, on le sait. Qu'est-ce que je vais dire sur les cheveux, tu vois? Est-ce que on a fini, les gars? On a Je crois bien. On a fini. Eh ben, messieurs, dames, Sacré bilan. oui, très bon bilan, je trouve. Et puis l'émission a été très fun à faire. Et cette première année de DCP a été très sympathique en votre présence, messieurs. C'est ça. Et Bah, puis on vous remercie, vous, de nous écouter. Parce Également, merci à tous les auditeurs. Joyeux Noël à vous. que vous êtes sympathiques et on vous aime bien. On vous aime beaucoup. Voilà. Qui es-tu derrière ce téléphone? Je ne sais point, mais. Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Et oh. Mais merci. En tout cas, vous pouvez toujours nous retrouver sur Spotify, sur Apple Music. Prochainement, on va poster nos émissions sur YouTube. Et vous pouvez ensuite nous suivre sur le Wishing Light Channel. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Des bisous! Allez, bonne fête de fin d'année. Et à l'année prochaine, comme on Joyeux dit. Hein. Noël, à l'année prochaine. Joyeux Noël, bonne fête.